Donc, ceci est une retransmission d'une journaliste qui a envoyé ça sur le réseau, qui parle de Balardu, qui faisait partie de la bande de Hoot et compagnie, dont on a déjà eu l'expérience relatée ici. Donc, je vais vous lire directement la bande sonore que j'ai reçue. Et puis on va écouter ça ensemble. Si j'ai des nouvelles de Hoot, euh, si j'ai des nouvelles de Hoot, je sais pas si Hoot est vivant ou non. Après la bataille, ils l'ont embarqué. S'il est vivant, j'ai jamais eu de nouvelles de lui. Ça m'étonnerait pas qu'il soit prisonnier ou amnésique, ou même les deux, bordel. Je me rends compte que je vous dois, même si le temps m'est compté, une introduction, un billet, comme on dit dans le métier. Je suis allé interroger Balardu chez lui dans un petit appartement perdu au milieu de nulle part. Nous sommes environ 7 mois après la fameuse bataille de la planète Sable. Si un jour le monde devait changer, je pense pouvoir dire sans trop me tromper que cette bataille et les informations qui ont suivi auront été le point de départ. Je suis journaliste et avant toute cette histoire avec Hoot et le reste, je travaillais pour le journal officiel. Je suis parti, j'ai laissé tout ça derrière moi et maintenant j'observe la ville scintillante devant moi et je me remémore ma discussion avec Balardu en buvant ce qui doit être mon 20e whisky. Je suis dans le noir sur mon balcon, regardant l'horizon, regardant cette ville pleine de vie, de mensonges, me rappelant la songe que j'ai. J'ai décidé de ne rien couper. Et j'aurais jamais eu le temps, quoi qu'il arrive. Je n'ai fait qu'enlever mes questions et préféré y insérer plutôt mes commentaires à la place. Quelques précisions tout au plus. Je souhaite vous livrer brut mon interview de Balardu, avec ses silences, ses hésitations. En repensant à cet homme si imposant, un grand brun aux yeux presque noirs, insondable et déstabilisant, je m'imagine en commentatrice de boxe. Ce sera le récit d'un homme désabusé que la vie a charrié et malmené. Dans un premier temps, sauvé par l'armée, elle l'a, par la suite, presque trahi, ou tout du moins énormément déçu. Je vais en subir les conséquences rapidement. Je ne cherche d'ailleurs pas à les éviter. Mais je reste sûr que réaliser et distribuer cette interview est une bonne chose à faire. La seule et unique chose à faire d'ailleurs. Et puis je pense à Bugep. Bugep qui a absolument raison au sujet de notre rôle dans notre société. D'ailleurs, n'était-ce pas celui de notre ancien confrère dans cette bonne vieille terre ? Vous trouverez donc toutes les transcriptions automatiques de ce qui s'est dit ou non, en espérant que ça ne brise rien dans le texte, ni le rende illisible. Vous pourrez activer ou désactiver le flux vidéo, le son et le texte. Je veux que tout le monde puisse y accéder facilement. Je vais appuyer sur le bouton, et ensuite ça partira sur le réseau, et je n'y pourrai plus rien. J'espère juste apporter un peu plus de lumière sur cette histoire de planète sable, et sur cette armée qui est la nôtre. Je sais que l'histoire officielle parle d'une réussite, mais soyons sérieux quelques instants, ce fut un désastre total. Un point noir des plus inutiles dans notre encore jeune histoire ici. Tout le monde se souvient de l'époque, pas si lointaine, où le bracelet enregistreur de Hoot avait fait surface. Nul ne sait comment d'ailleurs. Les militaires avaient démenti évidemment toutes les informations, ainsi que tous les dires de cet homme que certains, dont moi maintenant, qualifient de héros. Glorifié en temps normal, notre peuple découvrait alors avec ce récit la face sombre de notre armée, ainsi que la honte qui pèse maintenant sur la conscience de notre humanité. Une honte dont vous allez découvrir avec ce récit absolument tous les détails. Mais trêve de paroles de journaliste, mon billet s'achève ici, tout comme le reste, place à l'histoire désormais, avec un grand H.
Balardu fume, beaucoup, et boit alors que j'entre prudemment dans son appartement. L'odeur âcre de la cigarette mêlée à la sueur et l'alcool vous prend directement au nez. Depuis combien de temps n'est-il pas sorti de là ? Les rideaux tirés plongent la pièce dans une obscurité où planent des volutes de fumée stagnantes, ne trouvant plus de place où se dissiper dans cet air saturé. Cet homme vigoureux et effrayant me lance un sourire désarmant et me salue de la main, envoyant autour de lui encore plus d'entrelacs de son mégot, brisant ainsi les anciens. Le mettant aux lèvres, il s'avance pour m'accueillir. Il range son arme et une force colossale vient m'envelopper la main, délicatement, alors qu'on se présente l'un l'autre. Comme convenu, j'ai avec moi les paquets de cigarettes demandés, le seul paiement qu'il a bien voulu accepter pour cette interview. Balardu est vieux, ou du moins il a l'air d'avoir beaucoup vécu. Et c'est ce qui me frappe en premier chez lui. J'ai du mal à le regarder en face, avec son visage marqué de cicatrices, ridé par le temps et l'expérience. Tous les changements d'émotion peuvent se lire en relief sur son visage, et amplifient son effet. Mon attention se porte fatalement sur son bras métallique. Je n'en avais jamais vu et, avec honte, j'avoue, l'avoir peut-être trop lourdement regardé. Balardu ne sembla pas s'en formaliser en tout cas. Peut-être en avait-il trop l'habitude pour ça. La porte se ferme automatiquement derrière nous, tandis qu'il m'indique de son autre main la chaise à côté de moi, m'invitant à m'y asseoir. Tout en me parlant, il attrape son verre, me proposant à boire. Il joue machinalement à faire tourner les glaçons dans son verre de whisky. À l'odeur, je le devine bon marché, bas de gamme et amer. Du coin de l'œil, j'entrevois alors la bouteille et, plus par dégoût que politesse, je refuse en souriant. Alors que je sors tout mon matériel, tentant de me rappeler comment procéder au branchement des divers câbles, je vois ses yeux illuminés. Il me demande si j'ai fait bon voyage depuis la Terre, si elle est toujours aussi belle, et me dit qu'elle lui manque terriblement. Je réponds alors que oui, elle est toujours aussi magnifique et heureusement rien n'a changé. Ou malheureusement d'ailleurs. Il semble saisir ce que je veux dire et la lumière dans ses yeux s'éteint à nouveau. Il reste sans bouger, sur sa chaise, fixant le mur décrépit derrière moi contre lequel est collé un canapé, qui lui sert visiblement de lit les nuits où le courage ne le porte plus jusqu'à sa chambre. Après avoir enfin réussi à brancher tous les câbles, j'allume alors ma caméra et pose ma première question, dont voici la suite. Out, c'est un gars en or, toujours prêt à vous aider, ou à vous donner le sourire. Pas sûr que vous pourrez trouver quelqu'un qu'il déteste, ma petite. Il avait le don de vous changer les idées lors des longs moments d'ennui, et il y en avait plein dans le désert. Il savait souder une équipe, c'était un leader naturel. Ah merde, c'est un leader naturel, moi je veux le croire vivant. Tirant longuement sur sa cigarette, un léger rictus affiché sur le visage, recrachant la fumée, il ajoute « Et pourquoi pas après tout ?» Il le savait pas et n'en jouait pas, mais c'était un vrai, un général potentiel, mon pote. Ah bordel de merde, on l'aurait suivi en enfer s'il le fallait. Quand son bracelet enregistreur a refait surface sur le marché noir, ça a fuité de partout. Tout le monde en voulait un morceau. Et puis, quelques temps après, quelques semaines max, c'est retombé. Aussitôt indigné, aussitôt endormi. Ils étaient tous repartis sur leurs histoires habituelles de stars ou de potins. Heureusement, il reste quand même une cellule de gens qui le portent en héros. Mais il faut pas se monter un bobard, ça servira pas à grand chose. D'ailleurs, au début, plein de gens l'ont traité de tous les noms. Incapable, lâche, traître, je crois que j'ai même entendu du misogyne et du homosexuel. N'importe quoi. C'est déprimant de voir qu'on en est toujours et encore à ce genre d'insultes. Il n'était rien de tout ça, évidemment. Et je dois l'avouer, c'est bien dommage pour moi qu'il était pas gay, parce qu'il était sacrément bien foutu pour un pied nickelé. En fait, je crois que c'est surtout sa tendresse qui te touche le plus, tu vois. Quand il te parle, et tu l'as entendu, même s'il est très attaché à cette vieille façon de parler, on ne peut qu'être suspendu à ses lèvres. Il nous berce de ses paroles. C'est marrant parce qu'en parlant avec Babou, il m'avait dit qu'il se souvenait pas que Oud parlait comme ça en tôle. Il a dû choper ça quelque part sur le chemin, en ce genre. Il nous a tous un peu infectés d'ailleurs, mais c'est vrai que quand on le connaît pas, le petit gars, il paraît brut et froid. Je me rappelle, il me répétait tout le temps que l'amour c'est compliqué, ce genre, mais moi je crois que l'amour c'est simple. C'est extrêmement simple même. C'est de la merde. Ça blesse et c'est tout. Mais lui, il y croyait à fond.
Il parlait des fois de son ex, celle dont il parle dans son enregistrement, mais toujours pudiquement. Il devenait presque poète. Je crois que ce qui lui manquait, c'était une raison, une motivation, de se battre, de rêver, de croire. Les derniers mots de Ballardus s'étranglent dans sa gorge. En silence, il écrase sa cigarette dans son cendrier que les anciens mégots fait ressembler à un hérisson, et s'essuie les yeux du bout des doigts. Alors qu'il reprend une gorgée de son torboyau, je décide de continuer sur lui. Moi ? Ma vie ? Mais ça intéresse qui, ça ? Vous pouvez choper mon interview que j'ai donnée aux autres gratteux sur la planète Sable. Je l'informe alors, douloureusement, que les données ont été endommagées et que, de toute façon, tout n'a pas fuité. Je propose donc que ce soit l'occasion d'y aller un petit peu plus en profondeur. Ah, ok, je vois. Ah bah, du coup, je commence par quoi ? Comment j'ai fini dans l'armée, c'est genre ? Il recrache la fumée par le nez, tend la main au-dessus du cendrier pour délester son mégot de ses cendres et me fixe. Je le relance d'un mouvement du menton. Bah, comme tous les soldats, ou presque, en y étant obligé. Vous croyez sérieusement que quelqu'un de normal, le jour de ses 14 ans, se dit « Tiens, et si j'allais dans l'armée me frotter à toutes les merdes de l'espace ?» Hein ? Être envoyé je sais pas où pendant 5 ans minimum, prendre des pilules de stérilisation, risquer sa vie, tout ça pour presque rien, à peine une seule minable. Pour ensuite, si tout se passe bien, revenir sur Terre, passer 6 mois en quarantaine en croisant les doigts que les effets de la pilule s'estompent pour avoir une famille. Je me permets de l'interrompre car la stérilisation, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Je lui demande de développer. Bah, c'est simple. Le gouvernement interdit, normalement, toute naissance en dehors de la Terre. Si ça arrive, on doit empêcher la naissance. Si naissance il y a quand même, l'enfant est condamné à servir et les parents peuvent prendre de la tôle pour crimes contre l'humanité, ce genre. Du coup, pour éviter ça, les militaires et tout fonctionnaire, ou toute personne ayant un lien avec le gouvernement, vivant ou voyageant beaucoup hors de notre planète, se doivent de prendre le traitement de stérilisation. Si vous restez tout le temps sur Terre, évidemment, ça ne vous concerne pas. Ensuite, les militaires qui ont terminé leur service peuvent choisir de rentrer à la maison, arrêter le traitement et se font offrir un logement et un travail. Ah, bien sûr, pour les militaires, ça arrive rarement, on est d'accord. On y crève plus qu'on y vit dans l'armée. Et encore, ça, c'est pour les chanceux. Les militaires à vie comme Hout et moi, c'est servir ou mourir, pour citer notre belle armée. Hout, lui, c'est à cause, vous le savez, d'une fausse condamnation. Et franchement, j'ai pas de doute sur la possibilité de la combine. Et moi, on m'a enlevé à la rue quand j'avais 14 ans. Les orphelins et les clodos font des bons cobayes pour les militaires, ce genre. Vous n'avez pas l'air au courant. Je le regarde incrédule, pensant qu'il se moque de moi et qu'il voulait se payer une journaliste. Après avoir étanché sa soif à l'aide de son alcool à brûler et allumé une nouvelle cigarette, il reprend. C'est simple, ma petite. Les militaires font des rafles dans la rue et ils emportent quelques personnes pour leur projet. Moi, j'avais 11 ans quand j'ai fini à la rue. Mes parents venaient de mourir. D'abord ma mère de la Manaka, et puis mon père s'est fait tuer pour le peu de bouffe qu'il rapportait à la maison. Alors il me restait plus que la rue. Et au final, ça m'a servi. Enfin, j'aurais préféré garder mes parents, hein, bien sûr, mais du coup, vivre au milieu des clodos et me faire frapper et racketter le peu d'argent que je gagnais en faisant la manche, tout ça, ça m'a endurci. C'est pour ça que j'ai pas fini comme chair à canon, ou pire, comme cobaye humain. C'est leur truc, ça, tester les armes ou les médicaments sur les gens de la rue. À l'époque, moi, du coup, j'habitais sous un pont. Mais, un bon pont, hein. J'avais réuni une bâche et des petites palettes. Alors, je devais refabriquer le tout presque toutes les semaines. Quand c'était pas les autres clandos, c'était la police qui cassait tout. Histoire qu'on se sente pas trop chez nous quand même, hein, ce genre. C'était pas toujours étanche et les soirs de gros vent, j'étais à 2 doigts de m'envoler, mais c'était cool. Ah, merde, attends. J'ai plus de glaçons. Attends. Et donc, un soir, t'es sûr que tu veux pas prendre un truc pour toi ? J'ai quelque chose normalement.
Il cherche du regard dans son frigo. Je le remercie en lui disant que non, vraiment, je n'ai pas soif. Franchement, même la perspective d'un simple verre d'eau ici me donne des nausées. Il agite le moule pour en faire tomber le contenu. Et donc, un soir, un bruit. Comme d'hab, je me dis, ça doit être la police, tu vois. Alors, je rassemble toutes mes affaires. Il est à sa fenêtre. Il a légèrement écarté les rideaux. Si on peut appeler l'affreux morceau de tissu comme ça. Et regarde dans la rue. Je suis intrigué. Hein? Ah non, rien. Donc, je rassemble mes affaires pour les mettre dans mon carton d'urgence que je gardais pour ce genre de soir. Je prends mon drap et mon coussin, en vrai un morceau de bâche et mon ballot de linge. Je sors et je pose le tout à terre. Ah, désolé, je suis allé chercher des glaçons, ma petite, mais ça se boit glacé. Il n'y a que comme ça que ça passe, ces trucs. Donc, une fois sorti, je me mets à genoux, jambes croisées et mains derrière la tête avec les doigts croisés. C'est la procédure standard, on le sait tous, il reste plus qu'à attendre qu'ils fouillent. Enfin, je dis fouillent, mais en vrai, ils saccagent tout, et une fois qu'ils ont parti leur nerf, on reprend nos vies. Au loin, j'entends les protestations classiques. Je crois même que ça leur faisait plaisir qu'on couine un peu, ça fait partie du jeu, mais... Quand arrivent les voix derrière moi, j'entends pas l'habituelle récitation des articles de la loi en vigueur que je suis censé violer, blablabla. Juste un peu de bruit, une grosse douleur au crâne, et puis plus rien. Je me suis réveillé dans un dortoir qui puait, rempli de clodos en tout genre. Je te la fais courte, hein. C'est pas vraiment nécessaire de parler de ces pauvres gens à moitié crevés. Je me réveille donc dans l'antichambre de l'enfer, on me lave avec un putain de lance à incendie et direction un centre quelconque rempli de machines. Je dois en utiliser certaines, mais pas d'autres. Je cours, je saute, j'utilise des armes, on me gueule dessus tout du long, on me donne des coups de bâton, je comprends rien, mais je suis juste en mode survie. Il y a tout le temps du bruit, des trucs stridents, sans lien, une cacophonie horrible qui tourne en boucle, encore et encore et encore. Elle devient une partie de toi. Tu l'entends la nuit alors qu'il n'y a plus un bruit, quand tu es dans le petit morceau de toile qui te sert de lit. Au bout d'un moment, elle n'existe plus. Enfin, en tout cas, elle te dérange plus, ce genre. Ou alors, c'est toi qui n'existe plus. Entre-temps, certains et certaines disparaissent, alors que d'autres meurent littéralement sur place à mes pieds autour de moi. Ah, ça te booste un peu plus de voir ton voisin de tapis roulant tomber dans un bruit mat comme un sac de linge sale qu'on jette au sol, crois-moi. Hein. Et puis, plus rien, pendant un petit moment. J'étais perdu, je savais pas si j'avais fait une faute ou pas. D'autres avaient été amenés je ne sais où, ou des nouveaux étaient arrivés et revenaient le soir complètement vides. Et puis un jour, on vient me chercher, sans rien me dire. Si je l'ouvre ou si je regarde mon guide, c'est le bâton direct. Ah, pas la peine de me le dire deux fois. Alors j'accompagne tranquillement mon maître. Je suis un animal à ce stade, tu vois. Tout juste un chien, je suis son chien. Et je le suis sans rien dire, sans rien espérer. Ah, je voudrais qu'il me prenne la main pour me rassurer, tu vois, mais que dalle. Je trottine doucement à ses côtés. Il marche vite, trop vite. Il est grand, il est musclé, et je dois presque courir pour rattraper de chacun de ses pas avec mes petites jambes. Les couleurs se sont enchaînées, tous pareils, toujours les mêmes couleurs au mur, un genre de beige un peu dégueu, pas tout à fait blanc, pas tout à fait jaune non plus, ce genre. Au sol, il y avait des lignes de couleurs différentes. Au bout d'un moment, je me rends compte qu'on suit la noire. Ah, je me souviens d'avoir un peu flippé à ce moment-là. On arrive dans un nouveau dortoir qui, chose très importante, ne sent pas la pisse. Le maître siffle, me montre du menton sans rien dire et il se casse. Ah, je reste là devant la porte qui s'est renfermée derrière moi, comme un con. Je regarde mes pieds. Et puis il y a une nana un petit peu plus vieille que moi qui vient me parler. Elle s'appelle Vassila. Elle m'explique absolument tout. Où sont les douches, où est mon lit, où est mon casier. Et dans ce putain de casier, ma petite. Balardu, disant ça, joint les mains en scène de prière. Il lève les yeux au ciel, il sourit, je le sens joyeux et ça m'apaise également. Il reste quelques secondes comme ça, presque statique. Il me regarde en continuant de sourire et reprend. Dans ce putain de casier, des fringues propres. Propres. Tu te rends compte de ce que ça peut vouloir dire? Des fringues propres qui sentent pas la sueur, la piste, les restes du midi, le sang séché des bastonnades.
Des pantalons, des t-shirts, des chaussettes, bordel de merde, des chaussettes. L'ultime luxe pour avoir les pieds au sec et au chaud. Je sais que je passe pour un taré avec mon histoire des chaussettes. Hein. C'est dingue l'esprit humain. Après tout ce que j'avais pris dans la gueule, sans rien demander en plus, hein, sans prévenir, juste la vie qui tape dessus un peu chaque jour, et voilà qu'un casier rempli de fringues, un lit, un vrai lit, hein. Et je me disais que c'était bon, que c'était fini tout ça. Presque comme si avant c'était... Je sais pas, comme si c'était un test peut-être, une pénitence ou une blague, ou une émission à la con. Ce qui aurait pu être possible d'ailleurs. Enfin, j'avais une maison. C'est con, hein, l'esprit humain. Voilà, tu rajoutes à ça des repas chauds. Et pour moi, c'était le meilleur endroit de la planète. Bon, il y avait bien les entraînements, mais honnêtement, c'était pas pire que les bastons au tesson de bouteille avec les schlags dans la rue. C'était thématique, les entraînements. Un coup, on nous apprenait comment tuer nos ennemis de 10 manières différentes. Un autre coup, c'était uniquement le maniement de couteau. Puis encore un autre, comment gérer notre respiration, nos émotions et notre niveau de stress. J'ai passé plus d'un mois à apprendre comment gérer ma respiration, avec ma main sur le ventre et des électrodes de partout à compter les secondes. Parfois, pendant l'exercice, au hasard, il lançait des grenades, il nous tirait dessus, il lâchait un animal de combat, ce genre de truc, et la petite aiguille qui indiquait votre stress ne devait pas passer dans le rouge. Ah, sinon, c'était chaud pour votre gueule. Le soir, on rentrait dans nos pénates, et on se marrait plutôt bien avec la petite Vassila. On s'éclatait vraiment pas mal. Elle était super drôle. Je lui disais toujours « ma petite ». Alors, ma petite Vassila, comment on fait ? Et elle me répondait « je t'emmerde, gros con ». Ou alors « je suis plus vieille que toi et je peux te péter un bras avant même que tu te rappelles comment respirer. Ferme ta gueule ». Ce genre de truc. Elle avait été ramassée dans la rue, elle aussi. Comme pratiquement nous tous, d'ailleurs. On se racontait nos expériences, nos vies. Alors, on payait le prix en manque de sommeil, mais je m'en foutais. J'étais tellement heureux. J'avais trouvé une amie. Ça collait pas mal aussi avec d'autres, hein, mais on était vraiment comme cul et chemise avec Vassila. Pour pas mal d'épreuves, c'est ce qui m'aidait à avancer et me motivait. L'entraînement se passait plutôt bien. Des fois même, on se marrait quand on faisait des mouvements un peu débiles et qu'on se croisait du regard. C'était dans l'ensemble plutôt simple en fait. Bon, faut avouer que l'entraînement pour l'espace, ça, c'était vraiment chaud par contre. Là, on te fout dans une centrifugeuse, en gros, qui tourne vite, mais genre très très vite. C'est fait pour simuler les planètes où la gravité serait supérieure à la nôtre, ce genre. Et là c'est l'enfer. Tu peux à peine te déplacer, mais tu dois quand même le faire, tirer, dégainer, rengainer, surveiller ta respiration, ta tension et tout le bordel. Quelquefois, il mettait un coup à distance avec un système intégré à nos combinaisons dans les jambes d'un camarade pour le faire tomber et on devait simuler une extraction de personnel blessé. Te mettre à genoux avec cette pression, c'est pas le plus dur. Même si ça cogne sec, mais te relever avec un poids mort, ma copine, ça c'est une autre histoire. Sans même parler de le porter sur l'épaule, hein. Juste le soulever assez pour le traîner. T'es à la limite de te déchirer en deux. Tous tes muscles sont en tension. Ça tire, ça craque, t'es en feu. Ton corps a abandonné déjà et ton esprit veut laisser tomber, mais faut lutter. Deux solutions s'offrent à toi. Soit vous sortez tous les deux, soit vous y restez ensemble et adieu, c'est fini pour vous. Et à l'inverse, l'entraînement en impesanteur, c'est le bordel, mais dans l'autre sens. T'as rien pour bouger autour de toi. T'as des petites réserves de gaz dans la combi avec des petites buses pour te diriger, ce genre. Par contre, la blague, c'est que le gaz, forcément, c'est limité. Donc, vaut mieux pas l'utiliser comme ça te chante. Et pour comprendre tout ça, à nouveau, quelques semaines d'entraînement intensif avec les trucs et astuces pour bouger dans le vide, sans tes réserves de gaz, pendant lesquelles tu passes sévèrement pour un con à gesticuler dans le vide. Tu apprends à nager pour te tourner sur toi-même, ce genre de truc. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est pas de gaz et c'est la mort assurée si t'as rien pour t'aider. Ensuite, selon les résultats des trucs les plus spécifiques, comme par exemple le tir de précision, la démolition, l'appui-feu, ce genre,
on était dispatchés. Ah, pour Bibi, c'était la dernière catégorie, furtivité et assassinat. L'organisation de l'armée pour les forces spéciales, et même dans une moindre mesure pour l'armée régulière, est compartimentée pour la spécialisation. Tiens, t'as de quoi noter là? Je vais te faire vite fait un petit schéma de l'armée avec. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en vrai c'est simple. L'armée régulière possède aussi ses soldats spécialisés. Et la différence qu'en général, ils restent à part dans leur division spéciale. Tu as l'UART, unité d'appui de reconnaissance tactique, qui est une division de soldats spécialisés dans la reconnaissance de terrain et l'espionnage de l'ennemi. Ils peuvent se mélanger aux autres divisions si besoin, mais en général, ils débarquent et s'en vont les premiers. L'armée ne pourrait pas bouger sans l'AETMA, appui tactique mécanisé autonome, qui est une division de transport de troupes et divers moyens mécanisés d'appui feu et de soutien, genre les chars d'assaut et tourelles automatiques autonomes, ce genre. Pareil, si besoin, ils se mélangent plus ou moins longtemps aux autres, mais c'est très rare. Ils transportent, ils aident et merci, au revoir. Et puis, t'as ces tarés du QAT, commando d'unité d'appui tactique. Nos petits chéris qui nous transportent partout et nous aident avec leurs canonnières volantes. Ils font que ça, ils nous sont exclusivement attribués. En gros, c'est du transport de troupes VIP, quoi. Enfin bref, au final, pour moi, tout ce temps-là, l'entraînement, c'était super bien. Ben, me regarde pas comme ça. On nous lâchait de plus en plus la grappe. On prenait tous la pilule de stérilisation, du coup, ça couchait plus ou moins ensemble. Certains avaient leurs favoris pour ce genre d'exercice. Les gradés s'en foutaient totalement. Au contraire, ça libère les pulsions et on est globalement meilleur, ce genre. Dans l'armée, contrairement à notre si belle société, l'homosexualité, ou n'importe quelle autre forme de sexualité d'ailleurs, tout est absolument accepté sans souci. Dans le consentement mutuel, évidemment. Le seul truc interdit, c'était de mélanger les grades. Ah, plus ou moins. Mais je couchais pas avec Vassila. On aurait pu, hein, mais on risquait de libérer des sentiments déjà un petit peu confus. Et une relation sérieuse, dans notre cas, c'était quasiment la mort assurée. Alors on libérait nos pulsions avec d'autres. Mais dans un monde normal, et beau, et en paix, elle aurait pu être mon âme sœur. Et on aurait été heureux pour l'éternité. Enfin, dans un monde normal. On se marrait bien aussi avec Titouan, Nyasha et Kadouja. Titan était comme Vassila et moi, un ancien clodo. Par contre, Yasha et Kadouja avaient été mobilisés dans l'armée. Lui, Yasha et elle, Kadouja, avaient fini leur tour, mais malheureusement la pilule les a laissés stériles. Du coup, aucun retour sur Terre possible. Ne retourne et reste sur Terre, hein, que les hommes fertiles et les femmes fécondes. Ils ont donc repris un tour de manège à vie et ont réussi à être sélectionnés pour les forces spéciales. Franchement, tant mieux. Même si l'entraînement peut te tuer, tu survis beaucoup plus facilement que dans l'armée régulière. Titouan est parti dans une autre unité au final. Il était lui aussi spécialisé dans la furtivité et l'assassinat. Je l'ai croisé quelques fois dans les couloirs, mais rarement en mission. C'était vraiment un gars cool. Enfin, pour un assassin évidemment. Avec les trois autres, on s'entendait super bien. Je crois que c'est pour ça qu'on avait des scores vraiment bons. Et du coup, on a fini par bosser ensemble en unité de combat. Vassila, Yasha, Kadouja et moi. Ce chiffre m'étonne car je voyais les groupes beaucoup plus importants. Sur les photos des reportages, ils sont toujours des dizaines et des dizaines. Je me permets de lui faire part de ma remarque que j'espère être pertinente. Non, ma petite 4, c'est la norme pour les forces spéciales. On fait jamais rien de grand. On arrive derrière les lignes ennemies, on bute, on récupère ou on fait péter ce qu'il faut et puis on repart. Même si on était de temps en temps un petit peu plus, c'est que des groupes de 4 qui se collent les uns aux autres. On était vraiment très bons tous les 4 et on passait du bon temps ensemble. Ah, on oubliait presque que c'était l'armée. Il nous manquait un feu, une guitare et c'était plutôt un camp de vacances un peu musclé ce genre. Mais, bien évidemment, c'était sans compter que la vie est une pute, comme toujours, et il a fallu se barrer et rentabiliser l'investissement de l'armée et donc commencer à tuer. Je lui laisse quelques instants alors qu'il laisse reposer sa tête dans sa main. Il fixe sa table d'un air absent,
Plus rien ne bouge, sauf ses mâchoires qui se contractent de temps en temps comme un tempo de ses pensées. L'air est irrespirable et je songe à ouvrir une fenêtre, mais je n'ose même pas bouger, et puis la perspective de toucher les rideaux me décourage franchement. Je le regarde dans les yeux, et après m'être rappelé que j'étais tout de même une journaliste, je lui demande « Est-ce que j'ai beaucoup tué ?»« Merde !» J'ai fait que ça, bordel. J'ai tué machin pour la sécurité, j'ai tué bidule pour la paix, j'ai tué celui qu'on protégeait la semaine d'avant parce que finalement on a changé d'avis, ce genre. Au début, il y a toute une réunion comme un cérémonial pour nous expliquer, pour nous justifier la nécessité de buter le gars ou la nana en question. Le plus compliqué, c'est de gérer ça et les missions officielles des forces spéciales. Et puis au bout d'un moment, on change de cercle. Je me permets de l'interrompre, cette histoire de cercle me paraît intéressante. Je lui fais signe de la main, il me regarde, étonné. Il n'a pas l'air de comprendre ma question. Il cherche ses mots pour m'expliquer. Disons que plus on tue, plus on avance dans la hiérarchie et donc, a priori, on est loyal. On est donc dans la confidence et on change de cercle. Bon, je dis cercle parce que c'est l'image qui m'apparaît la plus appropriée pour expliquer ce truc en fait. Mais en vrai, il n'y a pas de nom pour ça. D'ailleurs, ça n'existe pas. Alors de là, lui donner un nom, tu vois. Les réunions se font avec de moins en moins de gens, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de réunion. Un petit message avec une photo, une date et la méthode. Ah ça, par contre, ils y tiennent à leur méthode. Faut pas buter les gens comme on veut. Il y a des gens qui doivent mourir de telle ou de telle façon. Je l'interromps à nouveau parce que nous n'étions pas du tout au courant de toutes ces choses et que tout ceci me paraît bien incroyable. Out n'aborde pas ce sujet dans son récit. C'est dommage, car c'est très intéressant. Ouais. Out savait que c'est pas trop le genre de sujet qui me passionne. Un sujet qui m'emmerde plutôt, même. Et dont je suis pas vraiment fier. Il avait donc eu la gentillesse de ne pas l'évoquer. Et puis, il n'en savait pas forcément des masses non plus. C'était ça aussi, Out. Une gentille bienveillance, délicate et sincère. Ce qu'on n'imagine pas trop quand on l'écoute, j'avoue. Donc au bout d'un moment, on finit par tuer, comme d'autres feraient la cuisine ou laveraient leur linge, machinalement, sans vraiment réfléchir, ce genre. Je me rappelle une mort un peu plus sympa que j'ai eu à faire. C'était l'assassinat d'un homme politique dont j'ai totalement oublié le nom là. Ah bon, de toute façon, on s'en fout. La méthode, c'était épectase. Alors pour ceux du fond qui savent pas, c'est la mort pendant un orgasme. J'étais un peu ennuyé, tu vois. Surtout que le bonhomme était hétéro. Il était marié, mais il aimait bien se servir dans ce qu'il appelait la viande fraîche. Les soirs où il était seul à l'hôtel, ce genre. Rien que pour ça, déjà, j'avais accepté le job avec plaisir. Je l'aurais même fait gratuit. C'était pas compliqué. Il fallait juste trouver une fille qui veuille bien être photographiée à la sauvette à l'extérieur de l'hôtel, avant et après la mort de l'autre bouffe merde et qui accepte de l'argent pour la boucler. Simple. La photo arriverait gentiment sur le bureau du journal officiel, comme si de rien n'était, source anonyme, et la machine s'emballerait toute seule. La partie la plus délicate, c'était comment le tuer sans que les gardes du corps viennent foutre la merde. Je peux pas demander à une inconnue de tuer quelqu'un sans laisser de traces. Et il est hors de question qu'un membre des forces spéciales se fasse la une des journaux. Le plus rapide et pratique restait le poison. Surtout que le légiste dirait que c'est le gouvernement lui demanderait de dire. Et pour plus de tranquillité, je devais trouver un truc sans trace, au cas où. Bon, je vais pas vous donner la recette complète, j'ai pas envie qu'on se retrouve avec une vague de morts suspectes. Mais disons que la flore de l'homme, un petit peu d'eau et du poème chauffé, avec d'autres petites autres choses, c'est quasi invisible. Surtout avec l'alcool. Il me restait donc plus qu'à attendre qu'il passe son coup de fil habituel pour commander une fille. J'écoute sa ligne pour avoir la description de la nana en question, je la repère, la coince un peu avant l'hôtel. Je lui propose une tonne de fric pour lui acheter son silence et un peu de son temps. En lui expliquant qu'elle n'aurait rien à faire de particulier si ce n'est d'être là. Et après l'assassinat, quand je lui dirais, elle hurlerait et elle disparaîtrait. Je m'occuperais même de l'exfiltrer si nécessaire, des fois que les gardes jouent les chauds. Le reste était très simple. Je suis descendu en rappel depuis le toit, pendant que la fille travaillait un peu le bonhomme. Je suis rentré délicatement par la fenêtre qu'elle avait déverrouillée. Je l'interpelle avec un petit « Eh !» Il se retourne, un coup de gaz direct dans les naseaux et bonne nuit gros porc. Je le porte jusqu'au lit.
La fille laisse traîner quelques affaires à elle, genre petite culotte, soutif, ce genre. Je déshabille le salaud et... Bon, là, ça devient un petit peu délicat. J'avais une fiole remplie de son sperme. Je veux pas savoir comment ils l'ont eu. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était là, glaciale, entre mes mains. Ensuite, avec une seringue, j'en prends une partie, j'injecte ça là où il faut, je vais pas trop vous faire de dessin. Puis je mets le reste dans le préservatif que je lui enfile, juste après avoir pris le soin de compromettre un petit peu avec les fluides de la dame, ce genre. Le plus pratique avec mon poison, c'est qu'en plus, il donne une jolie érection. Bah, j'avoue, c'est un peu glauque, mais bon. Une fois ce petit moment bien dégueulasse terminé, je me dirige vers la fenêtre, je dis à la fille de compter jusqu'à 10, de verrouiller la fenêtre et de hurler. Les gardes vont rentrer, elle n'aura qu'à s'enfuir et obtiendra le reste de l'argent une fois en bas. Je la rassure en lui disant que je serai pas loin de toute façon, ce genre. Ça s'est passé le plus facilement du monde. Elle a hurlé, les gardes, trop occupés à vérifier les portes et les fenêtres, se sont même pas occupés d'elle. Elle a pris le large, j'ai pris mes photos, je lui ai donné le reste du cash et merci, au revoir. Ce qui m'a brisé le cœur, ma petite, c'est qu'une fois l'histoire sortie dans le journal et que ça s'est un petit peu tassé, on a repêché un cadavre non identifié, je sais plus où, mais j'ai clairement reconnu le corps et le visage de ma partenaire d'un soir. Je me disais que c'était pas juste, qu'elle aussi avait rempli sa part du contrat. Mais j'avais dû avoir peur là-haut qu'elle tienne pas le choc. Putain, j'étais dégoûté en vrai. Enfin bon. Et pour finir avec ce sujet des cercles, certains ont même tout un rituel pour ça. J'ai rencontré des mecs et des nanas qui se faisaient tatouer, selon le cercle qu'ils avaient atteint, plusieurs dessins différents. Alors ça prenait une forme différente pour chacun. J'en ai quelques-uns moi-même, mais c'est pas pour ça. Parce qu'en fait, le pire dans ce métier, c'est pas les assassinats. Bon, on est d'accord, assassiner, c'est pas la joie, on bute des gens quand même. Hein. Mais le pire, le vrai enfer, le truc qui te reste dans le crâne jusqu'à ce que tu claques, c'est pas les assassinats. Il secoue la tête de droite à gauche pour appuyer son propos, pour remettre en ordre ses pensées aussi sûrement. Il prend une grande bouffée de sa cigarette, baisse la tête, retient sa respiration comme pour ne plus exister, puis la relève et recrache sa fumée qui m'arrive droit dans le visage. Je tousse le plus discrètement possible. Je ne veux surtout pas le troubler plus qu'il n'est déjà. Il y a un petit flottement et puis il reprend. Le vrai enfer, petite, c'est la guerre, avec tes potes, sur la terre ferme, quand ça canarde sec et que tu les vois mourir. Il fait de grands gestes en disant ça, me pointant du doigt, puis en tirant un trait rapide, imaginaire, comme pour rayer quelque chose dans l'air. Il se calme, repose ses mains sur la table. Il me semble les voir trembler un petit peu. Voir tes potes mourir, bordel, mais y a rien de pire. Ça en perdre un petit peu de toi avec. Un coup de direct bide que ça te fait. Comme une envie de vomir, ce genre. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, tout disparaît. Le monde s'arrête là où tu poses les yeux. Le monde peut bien être mort ou vivant. Alors bien sûr, il y a l'entraînement qui est là pour que ça dure pas plus d'une seconde, mais putain, cette seconde, c'est ta vie, ma petite, tu vois. Cette seconde, c'est comme si t'étais né à nouveau et que tu mourrais toi-même en même temps. Cette putain de saloperie de seconde, tu l'as dans la peau. Elle est là. Elle se loge doucement dans ta colonne. Elle guette. Elle attend. Et elle a tout son temps. Alors pour le moment, t'es avec ton flingue, tu réfléchis pas, tu survis, mais quand t'es au camp, ah la vache. Quand t'es au camp, assis sur ton putain de lit, et que plus loin il y en a un de vide, celui de ton pote mort pour une connerie de guerre, ma petite, la seconde, elle revient. Tu vois ce que je veux dire ? Elle revient, c'est plus juste une seconde, c'est une putain d'éternité. Elle se déploie lentement. Elle remonte le long de ta colonne, tu la sens, c'est une sensation glacée, paralysante. Et elle commence à ouvrir ses ailes.
tout doucement. Elle prend ton cerveau et... Tout ce que tu peux voir, c'est cette seconde que tu as devant les yeux. Il pourrait y avoir n'importe quoi devant toi à ce moment-là, même ton plus beau fantasme. Que dalle, ma petite. Tu vis dans cette seconde. Elle te détruit, lentement. Et elle prend des petits morceaux de toi, et tu disparais petit à petit. Tout ce que tu peux, c'est te rappeler les yeux vides du cadavre, tu vois. Vide. Il te regarde plus comme il faisait avant. Ton pote est plus là. Tu peux plus t'appuyer sur ce regard. Les morts nous fixent et ils nous jugent. Alors on leur ferme les yeux, comme pour les faire taire. Parce que c'est trop dur. Tu peux plus rien faire. T'es comme aveuglé par ces flashs. Et tu trembles à en chier pour allumer une clope. Le pire, c'est que t'en viendrais presque à vouloir que tes potes crèvent pas uniquement pour éviter cette seconde. Et quand t'arrives en fin de vie, comme moi, ces secondes, ça devient des heures de tous les cadavres qui se sont accumulés. Je suis habitué maintenant, ça me paralyse plus, mais c'est toujours là, comme un vieux pote qui traîne et qui dégueulasse ton appart, ce genre. La guerre, c'est l'enfer, ma petite. Les militaires, je veux dire les volontaires, parce qu'il y en a qui s'enrôlent et qui donnent leur vie pour l'humanité. Enfin, du moins, c'est ce qu'ils croient. Même pour eux, au final, ils font ça pour les potes. Si on est dehors avec des flingues à tuer tout ce qui bouge et à mourir pour ça, c'est parce qu'en haut, ils l'ont décidé. La politique, le bien, le mal, ça n'existe pas pour nous. Pour le haut commandement, la priorité, c'est de gagner à tout prix. Et pour nous, c'est de survivre un jour de plus. Ah, on est là, on sauve notre cul, et puis on sauve celui de nos potes. Et puis c'est tout. Tous ces tracts qu'on voit, ces affiches qui rappellent qu'on fait ça pour l'humanité, pour vivre en paix dans le coin, c'est des conneries tout ça. Enfin, en tout cas, c'est pas pour nous les militaires à vie, en tout cas. Nous, on est condamnés. Condamnés à se frotter aux saloperies de l'univers, comme disait Hout. Les chats, les roadiens, j'en passe encore et toujours, jusqu'à ce qu'on meure sur la prochaine planète à libérer. La vie, c'est que des secondes mises bout à bout. La mort, l'amour. Un premier baiser, hop, une autre seconde. Droit dans le bide, tout pareil. Et tout le reste du temps que tu passes avec celui ou celle que t'as embrassé, c'est cette seconde qui traîne en longueur. Un petit compliment, un regard, un geste de celle ou celui que t'aimes, et c'est des secondes de plus qui traînent. Alors là où ça devient un piège, c'est quand cette seconde se transforme. Là, elle va prendre sa place dans la colonne et va revenir te hanter plus tard avec les autres cadavres. Je laisse passer un peu de temps. Visiblement, il a besoin de quelques minutes pour se ressaisir. Il porte son verre à ses lèvres, sans avoir remarqué qu'il était déjà vide. Vide comme son regard. Il est ailleurs. Je reprends la parole pour lui dire que de nombreuses questions ont été soulevées dans l'affaire du bracelet de Hout, et plus particulièrement à propos des informations qui ont fuité concernant la Grande Muette. J'en profite pour lui poser celle qui nous traverse l'esprit à tous et à toutes depuis le début de la guerre. Les chats, d'où ils viennent ? Ah merde, bordel, mais tu vas me tuer. Ah, mais qu'est-ce que j'en sais ? Mais surtout, ma petite... Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre ? Ils sont là, on les flingue, c'est tout ce qu'il y a à savoir. En fait, selon les sources, ça va être différent. Un groupe de colons humains serait parti trop loin pour s'installer quelque part où ils n'auraient pas dû aller, au nom de l'amour, l'amitié, ce genre. Tout ceci est à prendre avec des pincettes, hein. Mais dans le lot, il y aurait eu la fille ou le fils de un ou une haut fonctionnaire qui voulait faire chier ses parents, ce genre. Les chats ont débarqué, intéressés. A priori, c'était un peu chez eux, faut croire. Et ils auraient tous un peu flippé. Et finalement, ils auraient appelé papa-maman pour venir les chercher. Le fric, ça t'aide à faire tout et surtout n'importe quoi. Et à te faire sauver les miches malgré tout.
Donc pour sauver le cul du gamin ou de la gamine, on aura envoyé la 4e des FSDO. Ah, j'y ai fait un tour chez eux, c'est pas des tanches, hein, loin de là. Mais c'est pas franchement des intellectuels pour autant. Ils ont dû y aller un petit peu trop franco et transformer une mission de rapatriement en bordel sans nom et c'est parti en couille. Vous connaissez tous la suite, les chats débarquent dans le périmètre et on entre en guerre. Il y a une autre version qui veut que c'est juste des fils de pute qui cherchent la merde. Ah, j'aime bien cette version. Elle est plus simple. Et puis ça colle mieux, je trouve. Des débiles qui se battent contre d'autres débiles parce que la galaxie est pas assez grande. Y a rien d'étonnant, hein. Tout ce que je sais sur ces contes chats de façon absolument certaine, c'est qu'ils ont tendance à aimer les planètes jungle et moi, ça me gonfle parce que je déteste ça. Ok, c'est vrai qu'on peut plus facilement se planquer, mais ça vaut pour les deux camps. Et dans la jungle, tu dois être 20 fois plus prudent. Tu peux te faire choper de n'importe quel côté. Tu dois vérifier devant toi, sur les côtés, surtout où tu marches. Et avec tout ça, c'est très éprouvant d'ouvrir la marche dans la jungle. Alors on change plus souvent de position pour garder les sens en alerte au maximum tout le temps. Absolument tous tes sens doivent être en éveil. Tu dois pouvoir goûter l'air et écouter le silence. Bien ouvrir les yeux et repérer n'importe quelle petite chose qui attire l'œil. C'est vite arrivé de déclencher une mine sans faire gaffe, et alors là, ma petite, ça en allait simple pour un monde encore plus merdique. Je sens que le moment est bien choisi pour qu'il nous fasse le récit de quelques-uns de ses souvenirs, pour qu'on en sache un petit peu plus sur son histoire. Quelques souvenirs pour nous tenir en haleine. Je peux pas trop raconter à quoi j'ai participé. C'est pas vraiment pour le confidentiel défense, là-dessus je les emmerde. Mais plutôt pour les gens que j'aime beaucoup et qui sont encore à l'intérieur. Je voudrais pas les foutre dans la merde. Ah, c'est compliqué. Je me souviens de la dernière mission avec la bande. Je veux dire ma bande. Vassila, Yasha et Keduja. C'était, et je te le donne dans le mille, une saloperie de planète remplie de jungle bien verdoyante. Les chatons, aidés par la faune locale, avaient foutu des bases un petit peu partout et c'était à nous d'aller rigoler sur place. Alors bon, je veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais une fois là-bas, on se rend compte que la ZA, la zone d'atterrissage, c'était en fait un joli plan d'eau. Alors j'avoue, elle était verte. De haut, ça pourrait presque passer pour de l'herbe. Bref, on vérifie, c'est pas trop profond, donc c'est bon. Si t'as jamais fait d'hélico, t'as raté un truc, ma petite. Attention, je parle des vieux bordels, hein, avec des hélices, des rotors, des trucs et des machins. Et ça vibre et ça fait du bruit, mais porte ouverte, avec le terrain qui défile en dessous et l'air qui rentre, y a rien de mieux. Les hélicos vont à la même vitesse, alors tu vois tes potes dans l'autre qui ont l'air immobiles. Le soleil cogne, le vent souffle, le temps ralentit. Bref, on se démonte pas, et c'est parti pour crapahuter dans la flotte. C'est pas pire que de traverser une forêt si dense que le moindre mètre parcouru te prend 1 heure. Le gros point positif, c'était que l'air était respirable, donc pas besoin du lourd matos à oxygène. Autre grosse différence entre la régulière et les forces spéciales, on s'encombre pas trop de matériel superflu. Il faut pouvoir rester facilement mobile et pouvoir dégager très rapidement tout notre barda pour pouvoir se fondre dans la foule si besoin, ce genre. Le seul truc vraiment technologique qu'on avait toujours sur nous, c'était notre tenue seconde peau, qui permet de camoufler, assez efficacement d'ailleurs, notre signature corporelle. Nous, on choisit nos fringues selon le FFOMECBET. Le fond, forme, ombre, mouvement, éclat, couleur, bruit, odeur, trace. Indispensable, surtout contre ces forêts de chats et leur sens super aiguisé. Mais bon, c'est pas forcément des trucs officiels, quoi. Chez nous, on prend un peu ce qu'on veut, comme on veut. J'en ai même connu un qui se baladait en pantalon en toile et chemise à fleurs, tu vois déjà. Notre pilote, donc, fait un petit cercle, histoire de trouver le bon endroit entre les arbres et toute la merde qu'il y avait autour. C'était une putain d'artiste, cette nana. Elle était des QAT, 4e section, les Night Train. Spécialisée dans le transport et l'action d'appui furtif de nuit.
Elle pourrait poser son hélico sur une tête d'épingle, les yeux bandés, tout en faisant un puzzle ciel d'azur sur l'île Ohana. Notre hélico, appelé le Tornat, avait été le premier à se poser, suivi par les Yagout, le petit nom du deuxième. Le tout en moins d'1 minute montre en main. Elle descend progressivement vers la flotte couleur mentalo, et à peine stabilisée, on commence à sauter dedans un par un. Elle nous arrivait à peu près aux genoux. Les premiers s'accouplissent légèrement pour balayer l'horizon du regard, avec les flingues pour protéger la descente des autres. On avait aussi toujours avec nous, dans ce genre de largage, une canonnière volante qui n'est là que pour protéger, avec ses millions d'armes, les autres hélicos et le personnel qui débarque. Il y a de la grosse techno là-dedans, et qui nous a sauvé la vie pas mal de fois. On était divisés en 2 groupes d'attaque. Il y a nous, la première division, première section. On était renommés les Erquiglets, en opération. Et il y avait aussi deux sections de la 2e division, les Nasr et les Manat. Des gens très très sérieux. D'ailleurs, tant que j'y suis, chaque membre a aussi son pseudo en opération. On s'appelle pas par nos vrais noms sur la radio, tu vois. J'étais Amarok, Vassila était Nanouk, Yasha était Ijirak et Kadouja était Kadlou. Les hélicos sont repartis. On a attendu un petit peu pour vérifier qu'on s'était pas fait gauler. On s'est regroupé pour être sûr que tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Ensuite, nos groupes se sont séparés, chacun de son côté, vers les objectifs à atteindre. La 2e devait aller faire sauter un gros village perdu dans une plaine après la forêt. Il abritait pas mal de chats et il y avait une grosse infrastructure de communication, et ça, c'était leur objectif absolu. Nous, de notre côté, c'était de détruire le réseau de défense du coin, qui aurait pu canarder nos potes de la 2e pendant leur attaque. Ensuite, on devait continuer vers l'ouest pendant quelques petits kilomètres, buter un général ou quel que soit le nom qu'ils donnent à un grade équivalent chez eux. Et après ça, tout le monde se replie gentiment plus au sud pour l'extraction. C'est simple. Ah, ils ont progressé, camouflés, ils se sont arrêtés comme prévu en lisière de forêt, pas loin du village, en attendant qu'à notre tour on soit sur l'objectif. On a bougé aussi, avec précaution, pour désactiver les tours de défense. Sauf qu'une fois sur place, pas de tour, rien. L'endroit qu'on nous avait indiqué était vide. Enfin, il n'était pas vide. Il y avait des arbres pourris à terre, 2-3 serpents qui prenaient le soleil, tranquille, et une petite mare de flotte dégueulasse, ce genre de truc. Premier réflexe, c'est une embuscade. Tout le monde accroupi, on commence à vérifier autour de nous. Et à part nos amis à sang-froid et le chant de ces gros cons d'animaux sauvages, il n'y avait rien. Pas un bruit. On revérifie la position donnée. Les cartes ne mentent pas, on est là où on est censé être. La première passait franchement pour des cons. Pas foutu de trouver des tours de pierre au milieu d'une jungle. On regarde notre chef, elle roule des yeux et saoulée. Finalement, elle prend la décision d'allumer le satellite. Si on se fait griller, on va passer un sale quart d'heure, ma copine. Mais on n'a pas vraiment le choix. Les autres comptent sur nous. Kadouja demande à Yasha de se positionner et de délimiter un périmètre. Vassila se pose un petit peu plus loin avec son arme d'appui, et ensuite Kadouja et moi on allume le machin. Résultat, c'était pas le bon endroit. Pire, c'était pas la bonne carte. Il nous avait refilé une fausse carte, c'est ça le con. En vrai, j'étais hors de moi, et j'étais pas le seul. On a fait ce qu'on a pu avec la carte qu'on avait et réussi à trouver où elle est. Ça allait nous prendre 3 heures de plus. Moi, je savais que les potes de la 2e tiendraient le coup, comme les professionnels qu'ils sont, mais ça me faisait doucement chier pour notre réputation. On pouvait pas communiquer par radio en plus. Ils vont devoir juste attendre la détonation qui donnera leur départ. On progresse lentement, voire tranquillement. Même quand on est en retard sur le plan, il ne faut surtout pas se presser. C'est mauvais pour la santé. On a repéré les tours au tout dernier moment à cause de cette végétation incroyable. Notre petit Yasha se met en place, et par nos habituels dialogues mutuels, il nous explique qu'il voit 3 chats et 2 logos. S'il y a que ça, on va les fumer facile. Vass et moi, on regarde notre chef, mais visiblement, les tuer, c'est pas dans le plan. On se sépare et on couvre notre zone en triangle, pendant que Kadou se faufile et pose ses charges. Elle était douée, elle est entrée en sortie en moins de temps qu'il ne faut pour dire ouf. En rangeant ses affaires et en reprenant son arme d'épaule, elle nous balance. C'est dingue comme la première pensée quand tu te retrouves chez eux est toujours superficielle. Tu te dis,
Pourquoi ces débiles se foutent toujours dans des endroits dégueulasses? Alors que bon, être sale, c'est vraiment la dernière chose qui devrait m'emmerder. Alors on s'est marré comme des cons, on savait exactement ce qu'elle voulait dire. Alors on se replie tranquillement, en remettant comme il faut toutes les branches bien comme elles étaient, les feuilles, la terre, même les bestioles, ce genre. On mettait tout dans des sacs même si c'était nécessaire. On avait perdu 2h30 mais on était enfin sur le chemin de l'objectif final. Enfin, chemin, c'est pas fléché, hein. Et encore moins avec une mauvaise carte. Moi j'étais en pointe pour voir la marche. Le côté moins fun de furtivité et assassinat, c'est la reconnaissance et le pistage. Mon boulot, c'est de reconnaître le terrain, indiquer les points de rendez-vous d'urgence, les endroits où tout le monde se replie en cas de gros pépins, et de faire gaffe à ce qu'on n'explose pas tous gaiement sur un trampoline de feu. Il faisait une chaleur atroce, et l'humidité rendait nos fringues dégueulasses et poisseuses et lourdes. Je vois notre objectif au loin. Leur base était un petit peu plus bas. Je fais signe, on se regroupe et on se dispose pour buter le vieux. Kadou va poser ses mines un petit peu partout. Vas se poste un petit peu plus loin avec sa mitrailleuse pour nous couvrir. Kadou revient et Yasha et moi on va se poser un petit peu plus loin pour surveiller le bâtiment. On a toutes et tous une formation de sniper, mais faut avouer que Yasha, il nous enterrait tous. Je jouais donc le rôle d'observateur. On espérait, en serrant les fesses, que nos crapahutages de dernière minute nous avaient pas fait rater notre cible. C'était déjà stressant pour nous, alors imagine pour les loulous de la deuxième qui devaient attendre le feu d'artifice qui prenait du retard. Ce qui allait se passer, éventuellement le général machin se pointe, assassinat, enchaîné par l'explosion des tours de com qui déclenche l'attaque du village par la deuxième, et plus le temps passait, et plus les chances qu'il trouve les explosifs dans la tour grandissaient. Alors après 24 heures, t'imagines bien que c'était tendu. Entre-temps, on avait risqué un autre satellite pour communiquer avec nos potes afin de leur expliquer rapido la situation, trouver un point d'extraction et 2 ou 3 points de rendez-vous d'urgence d'après nos nouvelles cartes. Ils étaient en place et ils seraient prêts pour l'assaut pour le moment venu. Si jamais les explosifs venaient à rater, un autre coup de satellite pour les prévenir et puis on décrocherait tous. J'étais vraiment content d'être avec eux. Même si c'était pas le top de la crème de l'élite, c'était des gars et des nanas sérieux qui font le taf. Et ils font bien le taf aussi. Je savais qu'ils attendraient le temps qu'il faudra, sans se plaindre, ni se précipiter. Et quand il y aura le gros boom, la mécanique se mettra en route et on finira ce boulot. Et ensuite, on rentrera tous au chaud, fumer le cigare et boire des coups. Ce genre. Au milieu de la deuxième journée, le miaou général se pointe. Ah putain, enfin! Alors, direction du vent, distance, compensation, humidité, température. J'ai la cible en vue. Rouge. Orange. Orange. Vert. Respiration maîtrisée d'Yasha. Il inspire, puis expire lentement. Et bang! Il peut dire adieu à tout le haut du corps, ce con. Vas est en alerte max. Kadou se prépare à faire sauter les bâtiments. Moi, je confirme la mort, je confirme les mouvements, je confirme qu'il se doute de la provenance des coups de feu. Pendant ce temps-là, Yasha démonte le système de mise à feu du fusil et il le jette le plus loin possible. On ne s'encombre pas d'une canne à pêche pour la course du retour. Avec 3 petits coups vifs sur le boîtier, Kadouja amorce la destruction. Bruit et fureur de la terre. Ça a fonctionné. Yasha prend sa deuxième arme et je quitte mon poste d'observation après avoir fait un rapport sur le mouvement des troupes. Il est temps de partir pour la zone d'évacuation A, via le premier point de rendez-vous d'urgence. Enfin, si on la trouve. Au loin, on entend les craquements des armes et les détonations des explosifs. Dans ma tête, je félicite les copains et les copines. C'est parti pour une longue marche rapide en stress pour le retour. On va se faire accrocher, ça on le sait. J'ouvre la marche et je tente de nous retrouver dans cette jungle. Vas ferme la marche. Quelques minutes après, énorme explosion derrière nous. Les poilus ont trouvé notre position de tir. Ah, ils sont rapides les salauds.
Je bifurque sur la gauche, nous éloigne de la zone d'évacuation, histoire qu'on grille pas nos cartes d'un coup. Je sais que ça change pas grand-chose et qu'on va devoir passer à la baston, mais si on peut regrouper rapidement avec la deuxième au point de rendez-vous, ça passerait mieux. On avançait sans bruit, aucun de leur part non plus. J'entends mon cœur battre lentement, je ralentis ma respiration, mes mouvements sont plus lents, et je suis totalement conscient de ce qui m'entoure. Puis arrive un laser, sorti de nulle part, juste devant mon nez. Ça a commencé avec une petite lumière dans le coin de mon champ de vision. J'ai un léger mouvement de recul, ma sueur vient s'évaporer sur le rayon, je me fige, je viens de saisir ce qui se passe et je commence à pivoter sur ma droite. « Contact droite !» hurle Khadija. Putain, je m'attendais à un contact gauche, la droite c'est pas bon, ça sent l'encerclement. Les lasers, ça fait des trous nets, précis et très peu de bruit, ce genre. Peu par rapport à notre arme, en fait. Par contre, nous, c'est une autre musique. On sait tous que chaque planète a ses propres bruits, sa propre odeur. Eh bien, chaque armée aussi possède ses propres bruits. Et crois-moi, petite, les bruits sont beaucoup plus terrifiants que les blessures. Les blessures, ça pique, ça brûle, ça tire, ça pince, ce que tu veux. Mais ça passe et puis tu finis par oublier. Un bruit, ça te hante. Ça revient plus tard. Et peu importe ce que tu es en train de faire, t'entends ce bruit et t'es téléporté à nouveau dans ta peur la plus profonde. Imagine une armée qui fait un bruit de stylo que tu cliques, ce genre. Tu l'entends encore et encore pendant que tu te bats, pendant que tu te planques, pendant que tu survis à une boucherie. Disant ça, il me fixe de ses yeux noirs, terrifiants. Il s'est penché en avant, son visage dur et balafré proche du mien. Il a refermé légèrement sa main métallique, comme s'il tenait quelque chose. Je me tasse dans ma chaise, j'avoue avoir eu un peu peur. Voyant l'effet qu'il a sur moi, il recule, son visage change d'expression, et il repose sa main à plat sur la table. Il reprend son verre et se calme un peu. Reprenant mon souffle, je lui demande... Ouais, exactement comme sur NGC 485. Effectivement. Chaque fois que, de retour à la vie normale, quelqu'un autour de toi utilisera un stylo et le fera cliquer, t'auras de nouveau dans le nez l'odeur de l'égout dans lequel t'as passé 2 semaines à te planquer, essayant de survivre, ou l'odeur de la chair calcinée ou n'importe quel autre truc traumatique que t'auras traversé. T'auras peut-être même l'instinct ou l'envie de tuer le pauvre type ou la pauvre fille qui fait cliquer son stylo de merde. Moi je pense que le bruit de nos munitions anciennes, le feu, la végétation découpée sous l'impact de nos balles, ça doit jouer sur le mental de ces gratteurs de litière, parce qu'ils cassent beaucoup plus rapidement le contact face à nos vieilles pétoires. Bon, on va pas se plaindre. Bon, pour un contact de côté, on se tourne tous dans le même sens pour faire face et on canarde, sans trop réfléchir, on fait baisser les têtes. Les 2 soldats de droite tirent et gueulent un truc typiquement genre on casse. Ils arrêtent de tirer, ils reculent au pas de course, et quand leurs tirs reprennent, les 2 à gauche font la même chose. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait rompu le contact et qu'on puisse continuer à se replier, ce genre. Quelques secondes comme ça, et les chatons nous avaient perdu de vue, et on était repartis pour rejoindre les autres. À notre arrivée, les petites balises qu'on porte toujours sur nous ont légèrement vibré, signalant qu'un allié était proche. On s'est mis en cercle, dos à dos, un genou à terre, et on a attendu. La deuxième est sortie de la végétation comme des putains de fantômes. Ils étaient très très bons. Ah, j'allais faire un petit rapport bien positif sur ces gens-là. Peut-être même qu'un ou une d'entre eux irait remplir le trou de l'équipe de notre 3e section. Bon, on a fait un rapport sur la situation. Ils avaient perdu 2 personnes et 3 autres étaient légèrement blessés. Après avoir récupéré les munitions et corrompu le génome des morts, pour éviter aux ronrons à blouse blanche d'avoir accès à trop d'informations sur notre ADN, ils nous avaient rejoints. Pour ma part, en gros con que je suis, je pensais qu'on n'en retrouverait même pas la moitié de vivants. À 10, on était invincibles. Il suffisait maintenant de savoir où aller. On a extrapolé nos positions et nos destinations. On a laissé les matheux bousser tout ça et puis on s'est mis en route. Sur le chemin, étrangement, aucun contact.
ce qui du coup nous a mis leur puce à l'oreille. On allait ramasser à notre point de chute. La tension dans le groupe était palpable. Je me sentais observé et je me disais que les chats voulaient savoir où on allait au lieu de se prendre une volée de plomb. Les deux soldats de tête se fixent. On s'accroupit tous et on prend nos positions. Routine habituelle, quoi. Les chefs remontent la ligne, signe de main, bâtiment en vue, point de rendez-vous atteint. Ah, là on est bon, là on y est, là ça va être la guerre. Mouvement dans les arbres pas loin, petite suée dans la colonne vertébrale, on avance lentement. Et il y a de plus en plus de bruit dans cette jungle, on voit rien, c'est beaucoup trop épais. Et tant qu'on n'est pas accroché, ça sert à rien d'arroser les plantes. Non, le mieux qu'on avait à faire de toute façon, c'était de prendre d'assaut les bâtiments, les vider, balancer un appel aux hélicos et puis se barrer vite, ce genre. On arrive à la lisière, on se stoppe parce qu'après ça c'est des hautes herbes et avancer à découvert pour tout le monde. Quelques potes couvrent l'arrière avec Vass. Une nana, Azeban, s'avance pour reconnaître le terrain lentement, comme une pro. Elle se fige. Le bâtiment semble vide. Même pour nous avec nos lunettes grossissantes. Des oiseaux s'enfuient des arbres. Ça, c'est mauvais signe. On active nos radios de proximité pour communiquer. Elle nous dit « Je vois rien, je me suis observé, je vais m'avancer un peu et rester en retrait pour l'instant, les gars. » On est tous en ultra tension totale, tu vois. On nous observe, c'est clair. D'où on était, on voyait que les herbes bougeaient lentement, à peine, alors que Azeban avançait. Puis tout à coup, un trait lumineux. Azeban s'affaisse et elle se laisse tomber en arrière. Elle n'est pas blessée, elle s'est juste laissée tomber histoire de se camoufler. Il l'avait raté, c'est débile. Ah, les genres de pelotes de laine savent pas tirer, je te jure. Moi, j'entends dans la radio 3 voix dire en même temps « Sniper à 10h, sniper à 10h !» Et ça, c'est à Khadija de jouer avec son lance-grenade. Elle se positionne, calcule la trajectoire. Ch'toum. Le bruit d'éjection de la grenade m'a toujours fait marrer. Et puis il y a un gros boom. Et on voit le corps du chat voler en l'air. Elle était redoutable. Maintenant, c'est l'heure du concert. Aux fenêtres sont apparus nos partenaires, tous dans le même bâtiment. Pratique. Et ils ont commencé leur partition de mandolines lumineuses. À notre tour de jouer notre partie. Tous en ligne, divisés en deux, tir de couverture. Notre groupe de gauche avance en tirant sans discontinuer. Quelques mètres après, d'un coup, ils mettent le genou à terre et on fait une petite roulage sur le côté gauche. Pendant qu'on fait ça, le groupe de droite a pris le relais avec nos tirs de suppression. Ils tirent, ils avancent aussi quelques mètres, mettent un genou à terre, roulade à droite, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit assez près des bâtiments et qu'on ait divisé le feu de l'ennemi. Une fois à proximité, grenade, boum 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 boum, assaut. Chaque groupe s'avance, investit les bâtiments, on finit de buter ce qui traîne à l'intérieur. Vide, vide ici aussi. On active un satellite pour faire signe aux hélicos qu'on est prêt et on ping au passage la position. Des fois que leur carte soit une blague aussi. La réponse, ils sont pas loin, ils se font accrocher, il faut qu'on se prépare à dégager le plus vite possible. Pas le temps de faire dans la finesse. On doit lâcher de la fumée pour indiquer la position. On allait vraiment être dans la merde. Défense dans les fumigènes, c'est un coup à finir dans les jambons. Et c'est une belle saloperie. On prépare 3 fumis. À peine on avait décidé du plan qu'on entend un bruit aigu et strident qui perce l'air de nos tympans. Mortier! Boum, boum, boum. Ah, les salauds! Ils ont attendu qu'on soit tous au même endroit, bien entassés. Mon groupe et moi, on est restés en bas pour couvrir l'entrée, aidés sur notre flanc droit par quelques-uns de la deuxième. Les snipers et le reste de la deuxième sont allés au dernier étage pour balancer les fumis, buter ce qui vient et couvrir au mieux ce qu'ils peuvent les hélicos pour qui allaient débarquer dans une zada tellement chaude que ça t'en donnerait des coups de soleil. On compte nos munitions et on ne tire que si on touche et on prie que les transports arrivent avant qu'on n'ait plus rien à tirer. Il y avait un bruit assourdissant. Chacun est dans sa bulle dans ces cas-là. Chacun fait son taf dans son coin, être efficace pour sauver le cul des autres, sachant que les autres se donnent la même peine. Je vois un mitrailleur, Daiva, un mec des manates. Il nous couvre comme il faut dans les règles de l'art. Rafale courte et aléatoire, ce genre. Je le vois se prendre un laser dans l'épaule et il bronche même pas. Il change de main et il continue.
Il s'en prend un autre dans la jambe et il continue malgré tout à faire le boulot. Respect. Je suis désespéré de trouver quel est le bouffeur de croquettes qui fait ça. Je tire sur un chat qui apparaît dans mon champ de vision et j'espère que ce soit lui. C'est un bordel monstre. Il y a de la fumée partout. Les bâtiments ont perdu un bon gros morceau de mur chacun. Il y a de la poussière. La végétation vole dans tous les sens. Je suis presque au bord de la crise de nerfs. Je regarde autour de moi. Le temps ralentit quand on n'a pas le temps de respirer. Je vois les potes hurler. Il y en a une qui disparaît dans une motte de terre qu'un obus vient de soulever. Un autre est cloué au sol, tiré par ses potes qui veulent le mettre à couvert. Une médic soigne la blessure ouverte d'un autre. J'entends alors 3 explosions, différentes cette fois. C'est Khadija qui jette son boîtier et reprend son arme pour tirer. Tout à coup, un petit bruit de bourdon. Je ferme les yeux en souriant. Qu'est-ce que j'adore ce bruit, putain. Par chance, un des bâtiments, celui où on s'était tous regroupés, dépassait des arbres. On fait rapidement rentrer les loulous de la deuxième. Ils ont récupéré les corps de leurs morts, dont un qui pouvait rentrer dans une petite boîte, et ils trimballent comme ils peuvent les blessés graves. Ils montent au pas de course, je suis moi le dernier, et je ferme la porte. Réflexe un petit peu débile, parce qu'elle tiendra pas très longtemps. Et puis vu l'état des murs, de toute façon, c'est plus un bâtiment, c'est une passoire. La canonnière donnait tout ce qu'elle avait. C'était un bruit continu de balles, de lasers et d'explosions. C'était comme une tondeuse géante qui découpait tout ce qui se trouvait autour. On est sympa, on va leur laisser un petit terrain de golf en partant. La deuxième s'est barrée le plus rapidement possible dans leur hélico, et je les vois gueuler et faire des gestes. Ils voulaient rester sur place et nous couvrir, ce genre. C'était brave de leur part et ça m'a presque mis l'alarme à l'œil. Mais c'était trop dangereux pour leur transport. Ils ont mis les turbines et ils ont disparu. Juste derrière arrive notre hélico qui avait ramassé le feu de l'ennemi. Ça contrastait vraiment avec le premier. C'était digne d'un film comique. On s'est regardé avec les autres et on s'est marré comme des couillons. De la fumée noire s'échappait du moteur arrière et le rotor faisait un bruit absolument horrible. Il tremblait tellement que je me demandais comment ce machin volait encore droit. Elle a mis son hélico à la hauteur du toit, porte latérale pile devant le rebord du bâtiment, à quelques centimètres, et il n'y avait plus qu'à rentrer. Limite, on pouvait rouler. C'était une artiste, putain de pilote, je le dis moi. Avant de partir, la canonnière a balancé une bonne grosse bombe incendiaire, histoire de tout cramer dans le périmètre. Ah, dommage, tant pis pour le terrain de golf. Après ça, on s'entraînait ensemble et on avait prêté main forte à une section de la division Éther, qui était en difficulté, mais on y a été en tant que soi-disant troufion de base. Dans les missions avec l'armée régulière, on utilise du laser et la tenue réglementaire. C'est fait pour éviter de leur montrer qu'on a mieux en vrai. C'est déprimant, hein. C'est pas pour qu'ils se fassent tuer ou quoi, hein. C'est juste qu'on n'aurait jamais assez de matos pour tout le monde. Donc c'est que pour les forces spéciales et quelques transports de troupes. En tout cas, ça me gonflait de bosser avec l'armée de base, parce que les lasers, c'est vraiment trop de la merde, ma petite. Le truc avec les lasers, c'est que ça se voit super bien, et on voit parfaitement d'où ça vient. Je sais pas qui a inventé cette saloperie, mais c'est le dernier des abrutis. Notre infanterie les utilise principalement parce que ça coûte pas cher, ça se récupère sur les cadavres des poilus, et qu'on sait plus trop comment on fabrique les vieux trucs. Enfin bref. On était dans le super cargo, et c'est drôle, mais les membres des forces spéciales, tu les reconnais direct. C'est les seuls qui s'endorment dans le gros bourdonnement de nos transports de troupes mouvementées. Y a rien à dire sur ce moment-là, à part qu'on s'était pas quitté en excellents termes avec Vassila. Je lui en veux un peu. Je m'en veux beaucoup aussi. En fait, depuis quelque temps, je me posais des questions à son sujet. Ses performances étaient beaucoup améliorées, mais elle nous parlait beaucoup moins aussi. Elle prenait de la distance et était très irritable. J'avais commencé ma petite enquête. J'avais pas de preuves pour le moment, mais c'était clair qu'elle prenait des stims. C'est une drogue. C'est un stimulant qui te permet d'avoir beaucoup moins besoin de sommeil, d'être beaucoup plus rapide, plus fort, plus précis, ce genre. Le hic, c'est que ça reste une drogue, quoi. T'en as de plus en plus besoin,
Tu penses que t'es moins bon sans elle et tu développes comme un syndrome de super-héros qui te pousse à en prendre encore plus parce que tu crois que la vie des autres dépend de tes performances. J'ai jamais compris pourquoi elle avait fait ça. J'étais une des meilleures soldats que j'ai jamais rencontrées. Je m'en veux, j'aurais dû le voir plus tôt. Et j'aurais dû l'aider. Je me souviens quand elle a fini par atterrir à l'infirmerie à cause d'une soi-disant extrême fatigue. C'est vrai qu'on bossait beaucoup. On est une petite armée et vraiment peu nombreux dans les forces spéciales. Mais je savais que c'était les drogues. D'ailleurs, tout le monde est au courant pour cette drogue. Mais tant que les soldats sont bons et que ça améliore leur perf, nos gradés s'en branlent totalement. Bon, j'avoue, j'avais fouillé dans ses affaires. C'est mal, mais j'avais trouvé une fiole du truc. Ah, j'étais en colère et hors de moi. Je suis allé la voir, et quand elle m'a vu, elle a souri. Mais pas moi. Elle s'est vite rendue compte que j'étais pas content et elle a changé d'expression. Elle s'est redressée dans son lit. Je lui ai jeté la fiole qu'elle a maladroitement rattrapée. Son visage d'abord étonné a été traversé par la colère quand elle a reconnu ce que c'était. Elle m'a fixé les larmes aux yeux. Elle fait gaffe à ça. Tu sais combien ça coûte? Et puis d'abord, où tu l'as trouvé? Mais j'hallucine, mais t'as fouillé dans mes affaires, c'est ça? On a discuté, on a gueulé. Elle me répondait tout le temps qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors au bout d'un moment, j'ai craqué et j'ai répondu. Ah, je sais pas. Je sais pas, moi. Dis-moi de rester. Dis-moi que t'as besoin de moi. Dis-moi que je suis perdu. Dis-moi que toi, t'es perdu. Dis-moi de partir. Dis-moi, je sais pas, moi. Dis-moi que t'as besoin de moi. Mens-moi. Dis-moi que tout ira bien. Dis-moi que c'est la fin du monde. Ma phrase est allée mourir dans l'écho de la pièce vide. Elle s'est retournée dans son lit, me tournant le dos. J'ai essuyé mes larmes et je suis parti. Je me suis blessé au combat comme un bleu parce que j'avais l'esprit ailleurs. J'ai fini sur la planète sable et je les ai plus jamais revus. Il me manque terriblement. Surtout Vassila. J'ai perdu mes meilleurs amis. Un long silence plane et s'installe. Je n'ose pas le briser. Balardu a les larmes aux yeux. Je n'ai malheureusement que de toutes petites questions de journaliste pour faire suite à ce déballage d'émotions. Il est visiblement troublé. Je décide de laisser le silence traîner encore un petit peu. Comme j'aurais aimé avoir un bon verre de whisky à ce moment-là. Le voilà qui bouge la tête. Est-ce que... Est-ce que ça t'arrive d'avoir l'impression d'avoir tout compris? D'avoir tout vu? De savoir ce qui va se passer, comment? La réaction des gens, ta propre vie? De savoir exactement ce qui va se passer, que tu le veuilles ou non? Que c'est foutu, mais il faut quand même essayer. Je sais pas. Je dois être trop vieux. Un jour, quelqu'un m'a dit « Ton souci, c'est que quand les règles te plaisent pas, tu joues pas. » Et elle avait totalement raison. Je veux pas jouer. Je veux plus jouer. Je veux pas jouer à l'homme pressé, celui qui est trop important pour prendre 5 minutes pour réfléchir, ce genre. Enfin, quelqu'un qui se croit important. Celui qui achète les idées toutes faites, les produits déjà préparés, pré-mâchés, préformatés. Écoute les pubs. Vous êtes important, votre travail est dingue, vous n'avez pas le temps. Normal, vous êtes si débordé. Achetez ceci ou cela pour maîtriser votre temps à nouveau.
J'ai pas le temps. Moins ils l'ont et plus ils se sentent importants. L'instantané est même trop lent pour eux. Ils veulent même pas vraiment ce qu'ils achètent, mais la chose d'après. Ils veulent directement leur prochaine envie. Acheter leur est même pas nécessaire. Ils veulent juste posséder pour passer à l'envie d'après. Voire même, s'ils pouvaient avoir directement leur envie d'après l'envie, aller tellement vite qu'ils se rendraient même pas compte de ce qu'ils veulent. Ils le savent peut-être même pas d'ailleurs. Alors, je comprendrais si c'était tous des scientifiques qui étaient sur le point de trouver un truc contre la maladie du sel ou le pilote. Mais c'est juste des pecnos comme moi. Si tu leur demandes, ils sont tous malheureux. Ils font tous le pire boulot de la galaxie. Ils aiment ça, ils veulent ça. C'est sûr que ça donne un style. Hein. Le héros solitaire face à l'adversité, tout seul, ce genre. Je me rappelle d'une vieille pub. Le slogan c'était « Devenez acteur de votre vie ». Je me souviens plus pourquoi c'était, mais la phrase m'est restée. C'est tellement ça au final. Les gens ont tous un rôle, un script. Toutes ces phrases toutes faites qu'ils sortent pour montrer à quel point ils connaissent la vie, à quel point ils sont intelligents. Et tout ça n'a aucune logique. Les gens n'ont plus aucune logique pour moi. Ils me semblent être aussi versatiles que les masques qu'ils portent pour vivre dans notre société. Savoir gérer ses priorités. Vous êtes adulte parce que vous êtes tous des gens occupés. Et puisque vous êtes adulte et occupé, alors vous êtes important. Tout le monde, à une époque, avait peur que les machines deviennent humaines, qu'elles nous remplacent. Finalement, avec cette crainte, ce sont les humains qui sont devenus des machines. Ils ne racontent plus d'histoires, ils ne rêvent plus. Il n'y a plus que la vérité, le réalisme, la réalité. Ils n'imaginent plus rien, et encore moins l'avenir. Il y en aura toujours pour dire que c'est dur de te projeter et de vivre en temps de guerre, ce genre. Ça me fait marrer, putain. En allant sur Terre, chez les riches et dans quelques colonies pour des gens blindés de fric, tu vois direct qu'ils en ont pas bien l'air de se soucier de quoi que ce soit d'autre, à part que leur vie de con et de comment exploiter les autres pour leur compte. Pardon. Ils veulent plus d'histoire. Je suis même surpris que les militaires n'ont pas encore tous une caméra sur leur putain de casque, histoire d'être au plus proche de l'action. Ils ont besoin de voir la réalité des autres pour se sentir supérieurs. De voir que les autres sont moins intelligents. Tout est fait pour qu'ils le pensent. En même temps, je dis il, mais je pense pas être meilleur ou différent. Ce monde me semblait trop étroit pour moi, alors je me suis barré. Je me suis installé ici, au milieu de nulle part, en utilisant toutes les ruses que je connais pour qu'on me retrouve pas. Et je me suis mêlé ici au peuple. En bas, c'est une routine. C'est même plus la misère. Ça n'existe pas d'ailleurs pour ces gens, la misère. Ça, c'est un mot de riche, ça. Ici, c'est leur vie, c'est tout. Je comprends l'abandon de son désespoir. Il y a de quoi être déprimé. J'avais oublié tout ça. L'armée m'avait sauvé et j'avais laissé tout ça derrière moi. Ah, bien sûr, elle m'a trahi aussi. Plusieurs fois. La dernière en date était la planète Sable. J'étais à l'infirmerie en même temps que Richard, Out et le reste, et j'ai eu un message, groupe avec le 203, ce genre. C'était le numéro de l'hélico. J'étais pas surpris, ça arrive souvent qu'on me relocalise comme ça, sans vraiment d'infos au début. Et puis plus rien. Ah, je comprenais pas. J'ai pris le truc comme une longue mission d'infiltration, et puis petit à petit, je me suis détendu, et j'ai juste profité d'être avec ces gars et ces filles formidables. C'est un peu la retraite, comme disait Out.
Balardu est debout devant moi. Il me tourne le dos et regarde dehors. Je commence à me demander, mais pourquoi regarde-t-il autant par la fenêtre ? Ceci commence vraiment à m'intriguer. Je secoue la tête pour ne plus y penser. J'en profite aussi pour rassembler mes esprits et mes questions. Plusieurs choses m'ont interpellé, notamment cette histoire de vieille pétoire. Ça me semble intéressant. Je me permets de lui poser la question. Il se retourne. Nos vieilles pétoires. Ça, c'est de la vieille techno longtemps oubliée qui nous vient du fond des âges de la vieille terre. Des trucs, des machins super primitifs, mais foutument efficaces. Je crois que c'est un sergent des QAT qui gardait un vieux modèle sur lui, un 45. Un peu comme une relique pour lui porter bonheur, ce genre. À un moment, sûrement un sec de munitions, il a dû se dire « foutu pour foutu, tant pis, j'utilise ce vieux machin ». Il a surtout eu de la chance que ça lui ait pas pété à la gueule. Ah, j'aurais bien voulu voir la tronche qu'il a faite quand les mecs d'en face ont explosé sous l'impact des balles. En fait, j'aurais aussi voulu se voir sa grande gueule quand il a eu la détonation. Il a dû se chier dessus, le pauvre, parce que ça fait un boucan d'enfer, ces vieux trucs, ma petite. Dans la course à la techno, c'est celui qui est légèrement au-dessus qui gagne. Par exemple, c'est vrai que les Roadiens, on les a défoncés au laser. Par contre, quand on se bat contre des espèces beaucoup plus évoluées, genre les chats, on l'a dans l'os. Le mieux, c'est de creuser l'écart, mais dans l'autre sens. La technologie vraiment très évoluée se combat carrément plus facilement avec des vieux machins, ce genre. Et les chats, eux, ils n'ont pas encore pris en compte cette variable. Du coup, ils n'ont pas, pour le moment en tout cas, de défense correcte pour lutter contre nos vieux machins des hommes, des femmes des cavernes. Ça a accentué cette espèce de vénération que beaucoup avaient déjà pour les vieilles technologies. C'est devenu encore plus sacré. Et quand c'est sacré, on touche pas, ça c'est connu. En vrai, on touche pas, ça veut plutôt dire « oups, on sait plus comment on faisait ». Je crois qu'il y a eu, ou même qu'il y a encore plus ou moins, un culte voué aux scientifiques qui s'occupent de faire de la rétro-ingénierie là-dessus. Et aussi, bien évidemment, tout un tas de glandus pour les traiter d'hérétiques, d'adorateurs de je sais pas quoi, et de lutter contre ça à coups d'attentats, de meurtres, ce genre. Donc, on bosse dessus, mais pas trop, mais quand même, mais de loin, et bref, ça avance pas très vite, c'est souvent pas saboté. C'est pas pour demain, quoi. L'image de l'armée qu'on a tous et toutes est sévèrement écornée avec la réalité énoncée dans le récit de Hout et de ce qu'on peut deviner dans le discours de Balardu. Je sais que ça fait partie des questions que le système solaire entier se pose. Ah! Pourquoi c'est autant la merde? Bonne question, ma petite. Je crois pas que ce soit juste parce que c'est des débiles. Je pense que plus on ajoute des gens dans un groupe, moins il avance vite. La machine se cale sur l'élément le plus lent, tu vois. Je crois surtout que c'est pas eux qui sont spécialement tartes. C'est juste qu'on veut que les choses se passent bien. Alors on en attend trop de la part des gens qui s'en foutent royalement. Parce qu'ils sont au chaud, ils bouffent à leur faim. Tout ce qu'ils voient, eux, c'est des chiffres. Nous, tout ce qu'on voit, c'est qu'on se fait tirer dessus. Et puis qu'on a la dalle. Et bien sûr qu'ils font de la merde. Mais vu qu'ils n'ont pas de point de comparaison, qu'ils voudront jamais perdre la face, peut-être même qu'ils veulent juste pas se confronter à la réalité et à la souffrance. Quand on joue à un jeu ou quand on planifie des travaux à la maison, on veut que tout soit parfait, qu'on n'ait pas de soucis dans le déroulement des choses. La politique, c'est leur jeu, la société, c'est leur maison, et nous, on creuse, et on bouge, et on retape. Tout ce merdier qui tient à peine debout. Ce qui me fait le plus mal dans tout ça, c'est que je devais saluer ces connards qui me voyaient même pas comme un humain. Juste un petit pion vert sur une carte qu'ils envoyaient se faire tuer ici ou là, ce genre. Putain, mais j'emmerde le drapeau de la Terre. Ok ?
Tout le monde devrait le faire. Tous ces shows où ils rendent hommage aux vétérans avec les jolis drapeaux tout neufs qui flottent. Les membres de notre unique parti dans leurs plus beaux costards de merde qui coûtent facilement 2 ans de salaire d'un citoyen de base. Pire, l'argent qui va là-dedans pourrait servir à aider les plus démunis ou dans des aides aux vétérans de leur guerre de merde. Au lieu de ça, ils se gavent et nous montrent du doigt quand on refuse d'y croire en nous traitant de salauds irrespectueux envers le sacrifice que ces hommes et femmes ont fait pour le bien et l'avenir de l'humanité. Alors que c'est eux qui se torchent avec tous les matins. Et allez, que tout le monde y va de salarmiche sur tous les officiels. Alors qu'ils sont les premiers à chier sur nos gueules, à refuser de mettre la thune dans la recherche, histoire de bien brosser les fanatiques religieux dans le sens du poil. Le plus beau, c'est qu'ils ont réussi à faire croire à tout le monde que ça passait par eux, la loi, la morale. Et le monde est à fond dans l'embrouille. Enfin bref, on est tous dans la merde, quoi. Je ne peux pas résister à lui demander sa version de l'histoire de cette fameuse planète sable. Lorsque je le fais, Balardu se gratte machinalement le bras gauche métallique, puis il regarde devant lui dans le vide, il se cale dans sa chaise, rassemble ses esprits et me répond. Je vois pas trop ce que je pourrais rajouter, petite. C'était un sacré moment à vivre. Ça m'a permis d'oublier un moment tous mes cadavres. Enfin, jusqu'à ce que les chatons débarquent. Je dois être maudit. La vie doit vouloir me faire passer un message, faut croire. Je me demandais toujours comment Babou faisait pour sembler être en paix. J'étais tellement intrigué. On faisait le même métier pourtant. On avait vu les mêmes saloperies, ce genre. J'avais l'impression d'aller de moment en panique en moment en panique, surtout entre 2 missions. J'avais le cerveau saturé. Des fois, j'étais carrément pétrifié le soir, dans le calme de ma couchette. Lui, c'était cette force tranquille. Même quand il perdait patience avec les journalistes. Je veux dire, il gueulait, c'est sûr, mais il réussissait à rester calme malgré tout. J'avais jamais vu ça. Quelqu'un qui s'énervait calmement. Il avait aussi ce sourire incroyablement apaisant. D'ailleurs, je suis sûr que si on l'avait envoyé chez les chats au tout début de la guerre, en toche blanche, bras écartés, avec son sourire affiché, la guerre aurait même pas commencé qu'elle serait déjà terminée. Le plus dingue, c'est qu'en parlant avec lui, on s'est rendu compte que plusieurs fois on était sur les mêmes OP, des gros trucs, et qu'on s'est sûrement croisés sans le savoir. Il a même fait un passage chez nous, entre autres, mais pas en même temps que moi. Je lui suis reconnaissant de ne pas trop avoir parlé de ça dans son témoignage. Il a été discret, c'est ce qui me touche le plus chez lui. C'était vraiment un putain de professionnel, ce mec. C'est complètement un autre monde, les militaires, normalement. C'est pas les mêmes musiques, ni les mêmes intérêts que les civils. On cherche beaucoup plus le contact, ce genre. Tout est si déshumanisé pendant les combats, c'est ultra binaire. Les gens deviennent des cibles, ou pas. Ils bougent, ou pas. Il faut tirer dessus, ou pas. Tout se passe très très vite. Et le soir au camp, beaucoup trop de phrases commencent par « Tu sais pas qui est mort ?» Un peu comme les vieux. C'était une sacrée équipe sur cette planète par contre. C'était plus ce monde binaire. Tout le monde avait sa personnalité, ses intérêts, sa vie, son passé, ce genre. On avait mis en place, à la demande de certains, une petite classe d'entraînement avec Babou, histoire de pas devenir complètement fou à force de rien faire. Et puis je trouvais que c'était pas spécialement con d'avoir une petite équipe pas trop bancale, au cas où, tu vois. C'était vraiment tous et toutes des personnes adorables, comme Johnny le mitrailleur. Il parlait hyper vite. Il était très direct, très brut. J'aimais beaucoup ça, pas de faux semblants avec lui. Si vous aimez pas, c'était clair d'entrée de jeu. Et puis la façon dont il a pris la grosse 66 et qu'il s'est mis à tirer, ah putain, c'était beau ça. C'était un sacré marrant, un petit filou. Ah, ils manquent tous les salauds. C'était un sacré moment à vivre, petite. Des leçons de vie chaque jour, vraiment. Où t'en as parlé, mais si t'arrives à t'imaginer étant seul, dans le noir total, avec un ciel rempli entièrement d'étoiles, tous allongés les uns aux côtés des autres, en rond,
dans un silence absolu, un feu de camp au milieu, à digérer un repas gastronomique que Cristobal nous avait préparé, pendant que Vince nous récitait des poèmes d'aventure, d'amour, de joie, de pleurs, de vie, le tout caressé par la petite brise rafraîchissante qui vient enlever tout le poids de la chaleur. T'as encore les rires et les cris de joie de la journée qui résonnent dans ta tête. D'un coup, t'as Gorg ou Johnny qui balance une connerie, et puis on se marre tous. Et puis le calme revient, et t'as encore un petit peu le sourire qui traîne sur ton visage. Et puis t'es heureux. T'as même un petit bruit d'insecte quelconque qui se fait entendre, comme si lui aussi profitait du chaud et il se marrait avec nous. Ce genre. C'était lent, le temps passait, la vie était douce. Nous étions tous des petits bateaux sur une mer calme, à onduler légèrement sur les petites vagues. Je me souviens d'un soir, j'étais bourré, je précise, hein. J'étais avec les autres, on se marrait comme d'hab. Ce soir-là, on avait un petit peu forcé plus que la normale sur la bouteille et le reste. Vince était totalement déchaîné. Il s'était mis en tête de séduire une étoile en lui chantant une sérénade. Il dansait autour du feu, on donnait le rythme en tapant des mains, et Gorg avait mis une petite sono avec un fond de musique. Moi, je regarde un petit peu plus loin, et je vois, il y a Out. Il est seul, il est allongé, les mains croisées sous la tête. On voyait presque que la clope qui brillait dans le noir. Je m'approche et, j'avoue avec un petit peu de honte, je commence à le draguer un chouïa lourdement. Il se redresse, s'assoit les jambes croisées, me met la main sur l'épaule et m'explique qu'il est pas trop de ce côté-là, mais qu'il est flatté. Pas de souci, je respecte le truc. J'enchaîne alors un petit peu sur lui, genre c'est dommage d'être seul ici, un mec aussi mignon que toi, ce genre. J'avoue, j'étais lourd. Et il me répond: je suis pas capable, de toute façon, de saisir les signes, de comprendre les sous-entendus, et la drague, ça marche comme ça. Alors je lui donne 2-3 trucs, les classiques, la femme qui rigole, qui relance les conversations, ce genre. Hein. Bref, il me répond: même comme ça, j'y comprends rien. Il a tiré une taffe, jeté sa cigarette, décroisé les jambes et en posant ses coudes sur ses genoux repliés, il regardait le sable. Après un léger soupir, il a rajouté: et puis, je ne déteste suffisamment personne pour infliger à quiconque d'autre que moi-même le fardeau de ma personne. Ah, l'enfoiré de merde. Ça m'avait fait chialer cette réponse, ma petite. Je me posais la question, mais comment peut-on vivre avec soi-même si on se déteste ? Quand on n'aime pas quelqu'un, on se casse, c'est réglé. Mais là... Le pire, c'est que le lendemain, il était à nouveau frais comme un gardon, à frétiller avec le reste de la bande, à rire, à raconter des conneries. Il y avait au moins 2 août. Celui quand on était tous ensemble, et le août seul sous les étoiles, à boire et à fumer. Le soir, des fois, je voyais ses œufs être un petit peu trop humides, si tu vois ce que je veux dire. Il s'appliquait un peu à être absent trop souvent. Le plus dur, on vous l'apprend dans les forces spéciales quand on est seul, et on était seul dans ce foutu désert au final, c'est de ne surtout pas vivre avec soi-même. Ne pas s'écouter, ne pas trop réfléchir. Et là, dans cette chaleur de dingue en plus, on avait tout le temps de réfléchir et de se perdre. Moi j'avais mes trucs pour éviter de devenir fou, mais je crois que de toute façon pour août, c'était trop tard. Il avait déjà passé beaucoup trop de temps avec lui-même. Et je crois que c'est pour ça qu'il aimait personne. Enfin, je veux dire qu'il supportait mal ses semblables. Quand on réfléchit trop, on a du mal à supporter ceux qui se posent pas de questions. Mais au final, on se ment tous. On se ment à nous-mêmes. Désabusés, joyeux, pessimistes, optimistes.
On n'a tous qu'une seule facette de nos vies. Je crois que le seul qui arrivait à le gérer, le août, c'était Richard. Il a disparu lui aussi. Je crois que Hood parle de lui, de l'avoir vu dans l'hélico, mais j'en ai pas souvenir. Il divaguait salement. Il parlait de jungle, de parfum. J'ai pas pu voir correctement sa blessure non plus. Dans son témoignage, il parle de son dos, mais honnêtement, je m'en souviens pas. Et avant que tu me demandes, ma petite, j'ai aucune idée si Richard est mort ou pas. C'était un putain de merdier, et on s'est barré la queue entre les jambes. On n'a pas vraiment fait l'appel, si tu vois ce que je veux dire. Quand on est rentré au camp, après avoir prévenu notre capitaine de la flotte de chats qui nous arrivait droit dessus, je suis allé voir Babou. On a commencé à prendre nos affaires, des explosifs, des munitions. On allait les accueillir dans la règle de l'art du bien recevoir, mes petites, en beau note qu'on est. Je crois que Hout l'a raconté, ça. Enfin, bref, on a piégé quelques sites d'atterrissage potentiels, ce genre, et ça a payé. On a eu quelques petits transports comme ça, qui ont explosé avant de gerber leurs troupes poilues. Ils ont bien évidemment fini par débarquer toutes leurs troupes, ce qui annonçait le début du gros bordel à venir. On s'est mis en formation avec Babou, on enchaînait pas mal. On arrivait à contourner quelques petits groupes et à les harceler correctement, avec des petites techniques de guérilla. C'était un bonheur de bosser avec lui. Pas besoin de parler, quelques gestes, quelques regards, c'était comme à l'époque de ma bande. Bon, ça n'a pas duré longtemps par contre. Ils commençaient à nous déborder, il fallait absolument aller les chercher à droite, mais c'est pas comme s'il suffisait de courir là-bas et voilà quoi. On se faisait déjà pas mal accrocher là où on était. On s'est retranché pour consolider nos positions, et ceux qui avaient pris quelques cours, entre guillemets, avec nous, et qui étaient encore surtout en vie et valides, ont réussi à nous rejoindre. On leur a expliqué en quelques secondes ce qu'on voulait faire. Un groupe sur notre droite commençait dangereusement à s'approcher et il fallait aller les titiller, ce genre. De couvert en couvert, on a réussi à s'approcher et on les a harcelés. Ils ont fini par battre en retraite. Petit moment de répit, on consolide, on recharge et on se prépare pour la prochaine vague. Le sable tremble. Ah, ils ont des engins de guerre, les salauds. Alors là, petite panique dans les rangs quand même. Hein. Babou et moi, sereins, on sait que fuir, ça sert à rien. On hurle nos ordres en leur rappelant les bases pendant que le sol tremble. La fuite est inutile. Ils ont la portée nécessaire quoi qu'il arrive. Alors ça va être tir de couverture et pression en avant sur la droite et la gauche. Ensuite, épluchage sur le côté droit pour aller vers la dune qui est un petit peu plus loin, puis technique d'approche pour détruire les engins. Tous à terre, position de tir jambes écartées. On n'a pas beaucoup de temps car ils vont avoir besoin de réajuster. Feu continue de notre part, on est 10, moi je suis au milieu, j'ai Babou à ma gauche. Je hurle, mouvement à droite, les 4 à ma droite se lèvent avec moi, on court en avant, on se jette à terre, on balance du rayon, et la gauche fait la même, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit trop proche pour leur artillerie. Ou tout du moins que ça leur prenne un sacré temps pour pouvoir nous remettre en ligne de tir. Par contre, on abat méthodiquement les chats qui sont sur le côté. Épluchage, tout le monde à genoux. Le dernier soldat, tout à gauche, tape sur l'épaule de son voisin de droite, court se mettre en bout de ligne à l'opposé, pendant qu'on tire tous ensemble. Le deuxième fait pareil pendant qu'on continue, puis le troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde soit à couvert, ce genre. Derrière la dune, je me rends compte qu'on a perdu personne. Et je suis ultra surpris. C'est quand même putain incroyable. La dune nous protégeait. Du coup, on a débordé leur position facilement, on a fait exploser leur merde et puis on a les consolidé les rangs en arrière. Les soldats sont retournés aider les autres et avec Barbou, c'était harcèlement à nouveau. Dos à dos, côte à côte, pendant un bref moment de répit, Johnny nous passe devant. Il nous voit et hurle un truc du genre « Allez les moules, on se bouge, on va tous les bouffer ces fils de pute !» Et puis il est reparti en sautant sur un chat. Je crois qu'il nous a sauvé la vie en passage. Ou tout du moins à éviter qu'on se prenne une méchante sur la mouille. Il aurait fait un merveilleux soldat des forces spéciales s'il n'était pas autant psychopathe. On a fini par recevoir des communications extérieures, la cavalerie se pointait. On était tous super heureux. Les hélicos et l'aviation étaient là, larguant leurs bombes, missiles, ce genre.
Enfin, heureux jusqu'à ce que ça commence aussi à nous tomber sur la gueule. On était presque tous au corps à corps avec les miaou miaou. Et c'était un foutrement bombardement rapproché, ma petite. Je veux pas dire que c'est la faute des pilotes, c'est pas eux qui commandent. Mais il faut bien insulter ce que tu peux. Quand tu vois quelques-uns de tes bombes tomber sur tes propres soldats... On s'est mis à hurler vers le ciel, mais c'était débile, évidemment. Comment se faire entendre d'un avion qui vole à plus de 1000 à l'heure ou d'un hélico qui fait un bruit de dingue? Alors on criait dans le vide, on gesticulait. Pour rien. Pour personne. Plus pour nous, en fait. Pour lâcher prise, ce genre de truc. Je crois que j'oublierai jamais la vue et l'odeur des corps calcinés de nos camarades brûlés vifs sous notre propre feu. Et l'incompréhension dans les yeux des autres. Ça te fout un coup au moral d'assister à ça. J'en ai vu plein jeter avec colère leurs armes à terre, ou tomber à genoux, ou cogner le sable, ou juste rester planté là, le regard dans le vide, les larmes aux yeux, ou tout ça à la fois. On se console en se disant que ça a pu sauver le reste de la troupe, quoi. Ensuite, on a été séparés et renvoyés un petit peu partout. Je suis même étonné qu'on ne nous ait pas condamnés à mort. Je suppose que c'est parce que le récit de Hoot a fait surface. Ça a un petit peu trop attiré l'attention sur nous. C'est ce qui nous a sauvés, j'en suis sûr même. Je sais pas du tout où est Hoot, ou Richard, ou Gorg, ou Babou, là maintenant. Ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs. On m'a laissé pourrir dans un coin et on m'a renvoyé à la vie civile. J'en ai profité pour vite me barrer. Et une fois posé, quand j'ai entendu que cette histoire avec Hoot continuait un peu à traîner et que des gens comme toi voulaient faire la lumière sur tout ça, je me suis arrangé pour qu'on se trouve. Discrètement, histoire que l'armée me trouve pas. Je me suis bien pris la caboche à camoufler mes mouvements pour brouiller les pistes, des fois qu'ils décident d'envoyer me courir après des mecs comme moi. Enfin, comme mon ancien moi. Je demande s'il sous-entend que l'armée oserait prendre le risque de le faire tuer, voire de tous les faire tuer. Mais c'est même sûr. Ils l'ont super mauvaise qu'on ait craché comme ça sur l'armée et profité du bon temps. Ils ont la rancune facile, hein. Maintenant que tout s'est plus ou moins tassé, qu'on nous a tous oubliés et qu'on est dans l'incognito de la vie civile, c'est encore plus simple pour eux de nous liquider. Tranquillement. Ah. Et il y a autre chose qui est sûre, c'est que j'ai pas fait mes devoirs correctement. Balardu revient de la fenêtre et se plante face à moi, sa main métallique sur la table, et il me pointe du doigt avec l'autre. Il parle calmement et lentement, mais de façon sèche et précise. Alors voilà ce qui va se passer. Il va y avoir un gros boom dans quelques instants. À ce gros boom, ce que tu vas faire, c'est prendre ta caméra, sortir dans le couloir et commencer à t'enfuir comme si ta vie en dépendait. Et crois-moi, ta vie en dépend énormément. Il fait le tour de la table rapidement et me prend le bras droit. Sa main métallique et glaciale me serre délicatement. La sensation est étrange. D'une pression en avant, délicatement, il m'invite à me lever. Il me fait faire le tour de la table avec lui sans me lâcher. Tout en me fixant, il me pointe la porte de la main, que je fixe sans vraiment la voir, et il continue. Et tu vas aller à gauche. Tu vas compter 10 pas, petite. Tu m'entends ? Il me secoue d'un geste fort, me pince légèrement comme pour me réveiller. Je reprends mes esprits et je le fixe, l'air hébété, hochant la tête pour confirmer. 10, pas un de plus. Suite à ça, tu pivotes sur ta droite. Le mur en face de toi aura dans la peinture une légère imperfection. Tu appuieras dessus et tu suivras les escaliers que le mur va laisser apparaître. Sans te retourner, sans réfléchir, tu vas prendre les escaliers et courir, et c'est tout. T'inquiète pas, le mur se refermera tout seul très rapidement après ton passage. C'est compris ? Je n'ai pas eu le temps de dire oui que j'entendais déjà des bruits dehors.
Beaucoup de bruit, des cris, des gens hurlaient. Il me saisit par les deux épaules, me rapproche de lui et m'embrasse sur le front. Je le regarde, incrédule, et je prends le temps d'une dernière question. Moi? T'en fais pas, j'ai de quoi me défendre ici. Je vais les retenir un peu, et ils viennent que pour moi de toute façon. Allez, vas-y, maintenant, et tu ne te retournes jamais, petite. Je comprends pas ce qui se passe. D'un coup, il y a eu un gros bruit, comme l'avait prévu Ballardu, et je dois parler plus bas. J'ai dû fuir l'appartement. Un gros bruit a détonné, et Ballardu Ballardu m'a mise dehors en me disant de courir et de ne pas me retourner. J'ai emprunté un escalier secret. J'ai eu du mal à reprendre mon souffle. C'était assez incroyable. Ça m'a mené dehors sur le côté du bâtiment. Je soupçonne les militaires d'être derrière tout ça. Ça en est parano. Je vais attendre un petit peu à l'abri et puis je vais rentrer chez moi par une route détournée. Ah, ils ont pris Ballardu. Attendez, je vais tenter de zoomer. Ah, merde. Ah, putain de bouton. Ah, regardez, ils ont pris Ballardu. Merde. Ah, ils ressemblent pas à des militaires classiques. Ah, ils ont pris Ballardu. Ils ont l'air très organisés en tout cas. Ils ont pris notre ami Ballardu, comme vous pouvez le constater. Ah, merde.